Tu vois, la newsletter, c'est... merci d'ailleurs d'avoir remarqué que c'était pas trop mal structuré avec des paragraphes, des KPIs, etc. C'est génial, j'adore ça. Je pense que c'est un truc aussi bête que ça qui a fait le succès de Super Capital au début, tu vois. Et j'ai mis all-in, et du coup je suis vraiment le mauvais exemple dans cette industrie. Ah ouais. Et j'ai mis all-in à l'époque, donc all-in c'était autour de 500 000 € sur un ticket. Sur mon premier ticket. C'est mon premier ticket. Là je sens que tu galères à trouver un petit coup là. Ouais, grave. Là je te challenge. Pas mal, bon coup. En fait, tu repousses mon fou là. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux échecs. En fait, je pense que c'est passé beaucoup d'années sans que je joue aux échecs. Ok. Mais la dernière fois que j'ai joué, c'était il y a pas très longtemps avec ma fille, qui aime bien, qui s'y met un peu. C'est rare les pays où les banques elles prêtent aux startups. C'est vraiment rare. En France, on a cette chance d'avoir la BPI qui en fait contre-garantit une grosse partie des prêts des banques aux startups. C'est pour ça en fait que les banques en France elles payent aux startups, c'est qu'il y a la BPI derrière qui contre-garantit. Le record, c'est le mec qui a investi que je connais et qui à ma connaissance il n'y a pas mieux en France. Ok. C'est le mec qui a investi dans Back Market au début. Ok. Il a mis un ticket sur une valo de 1 million et il est sorti sur une valo de 3 milliards. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Échecs et Maths où on va tout simplement faire une partie d'échecs en même temps que je t'interviewe. Salut Corentin, comment vas-tu? Salut Andrea, ça va? Merci d'avoir accepté de venir dans ce nouveau concept un peu atypique. Ouais, j'aime bien. Qui n'est pas si simple parce que ça demande de réfléchir au coup et en même temps de répondre aux questions. Exact. Surtout qu'il paraît que tu es un grand champion. Donc je joue plutôt pas mal, mais l'idée c'est avant tout de t'interviewer, d'en savoir plus sur toi. Alors du coup, avant de démarrer, je vais pour le choix des couleurs faire le tirage classique. Yes. Parce que je sais pas si tu savais, mais les blancs ont un avantage au début de l'épisode. Pardon, pas au début de l'épisode, mais au début de la partie. Ouais. Je crois que tu as un petit point supplémentaire. C'est des statistiques, les échecs. Mais non. Et quand tu as les blancs, tu as genre. Mais c'est rien, c'est genre. Enfin, mais si quand même, c'est. Je sais pas, genre. Tu as 1% de plus de chances de gagner. Quoi. Ah ouais. Donc pour les grands champions. Sérieux? C'est pas rien de commencer avec les blancs, ouais. Là, tu vois, je t'apprends quelque chose. Et là, il va me donner les blancs et il va faire. Je vais quand même battu avec les blancs. Voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. Hop. Tu voyais là ou pas? Non. Ah merde. Rien du tout. Ok. Merde, allez. Les noirs. Ouais, bah voilà. Allez, on va devoir changer. Du coup, c'est le truc qui arrange pas ça. Mais vas-y, je vais t'envoyer les pièces. Alors, du coup, ah, tu vas m'envoyer les pièces carrément. Ouais, bah faut que tu m'envoies les blancs, toi, du coup. Allez. Et du coup, merci d'avoir accepté d'être le cobaye. Et d'ailleurs, s'il y a des entrepreneurs qui jouent aux échecs, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn, par exemple, pour venir sur l'émission, parce que finalement, il n'y a pas tant de gens qui jouent aux échecs que ça. J'ai rencontré... j'ai essayé d'inviter pas mal de gens, mais pas mal de gens ne jouent pas. Donc, encore merci à toi d'avoir accepté cette petite partie. Écoute, avec donc là, j'ai les blancs. Donc j'ai une chance supplémentaire de... Rappelle-moi, le roi, on le met sur sa couleur ou pas? Alors le roi, c'est la reine sur sa couleur. C'est la reine sur sa couleur, comme ça. Putain, tu viens de me mettre un doute. Ah. Ça, c'est pas bon ça. Oh putain, ça commence mal. Je pense que c'est la reine sur sa couleur. Ok. Normalement, c'est pas bon. Moi spécialiste. Hein. Attends, je vais checker, là on est en live, là c'est l'épisode raté parce que là c'est trop la loose sinon. Allez, putain ça fait... Tu vois, je suis pas si fort que ça. Alors... placement roi échec. Tac. C'est bien la dame sur sa couleur. Ok. Voilà, petite vérification en live. Voilà, merci. Et s'il y a des entrepreneurs qui jouent aux échecs, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je serais ravi de vous affronter autour d'une petite partie. Je suis super content de te recevoir, Corentin. Je te suis depuis le début. Ouais. J'ai interviewé ici un de tes confrères qui est Charles de Angel Square. Ouais. Et je pense qu'entre Angel Square et Super Capital, à vous deux, vous répertoriez, je pense, 99,9% des business angels en France. Ouais, pas loin. Je pense que vous avez un gros réseau. Ouais. Et ce qui est drôle, moi, ce que j'ai aimé en fait avec ton concept, c'est le côté pratico-pratique. Au début, tu me dis si je me trompe, mais c'était une newsletter toute simple que tu envoyais genre à 15 de tes potes. Ouais. À un moment donné, tu as commencé à élargir, à me mettre dedans. Ouais. Et en fait, très vite, tu es devenu la plus grosse newsletter de France. Et moi, j'adore aujourd'hui, je reçois encore tes deals où il y a toutes les informations de la boîte, les revenus, le marché. Tu fais une petite analyse. Ouais.
Et parfois, je te réponds juste en un mail en mode je voudrais investir par exemple 10 000 euros. Exact. Et ça part direct. Je confirme que régulièrement, tu me dis cette boîte-là, elle a l'air cool, je mets 20K. C'est rare ou pas de faire ça? C'est assez rare. Vous êtes, je sais pas, maximum une dizaine de gars qui font ça dans la communauté. Ok. Les autres, c'est toujours. Tu me connectes au CEO, il faut que je creuse, machin et tout. Non, toi, c'est allez, vas-y. Ok, bon, bah, c'est drôle, c'est une manière un peu atypique. C'est ça. Et ce qui est marrant, c'est que tu viens du journalisme, toi, initialement. Ouais. Est-ce que tu peux nous te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais. Bah, en fait, si tu veux, c'est une très très bonne intro que tu fais là parce qu'en fait, effectivement, tu vois, la newsletter, bah, c'est. Merci d'ailleurs d'avoir remarqué que c'était pas trop mal structuré avec des paragraphes, des KPIs, etc. C'est génial, j'adore en fait, ça. Je pense que c'est un truc aussi bête que ça qui a fait le succès de Super Capital au début, tu vois. Je pense aussi, c'est pour ça que je trouve ça génial. Les meilleures idées, c'est parfois les plus simples et les plus efficaces. On est d'accord. T'es le parfait exemple. Ouais. Genre, t'as commencé avec 0 euros, avec une newsletter. Ouais. Et ce qui est fou, c'est que t'es le seul à y avoir pensé. Ouais, alors je pense, peut-être pas pensé, mais je l'ai fait de manière, comme t'as dit, pratique, pragmatique. Tu sais, genre carré, t'as les KPIs, t'as machin. En fait, c'est pas de blabla, pas de machin. C'était, voilà la startup, ce qu'elle fait. Je te vends pas du rêve, je te dis pas c'est la meilleure boîte du monde en mode banquier d'affaires, machin, bidule. C'est voilà les KPIs, tu décides. Tu veux parler au gars, tu parles au gars, machin et tout. Voilà. C'est pratico-pratique, c'est simple, c'est bootstrap. Pourquoi en fait j'ai fait ça? Parce que si tu veux, en 2017, quand j'ai lancé ça, j'étais un peu halluciné de voir qu'il y avait encore des clubs de business angel hyper à l'ancienne, où ils se réunissaient, où ils faisaient pitcher les mecs, genre chaque mec avait 30 minutes pour pitcher, il y avait que des gens de plus de 70 ans dans la salle. Je suis pas contre les gens qui ont 70 ans du tout, je m'en fous. C'est juste que les mecs, ils étaient tellement déconnectés, ça faisait 15 ans qu'ils étaient à la retraite, ils connaissaient pas le business, ils venaient, ils donnaient des conseils. Je disais, mais attends, il y a peut-être une manière de faire de plus efficiente, tu vois. Et c'est ce que j'ai voulu juste modestement faire. Et oui, effectivement, ça a bien pris. Mais tu gagnais de l'argent ou pas en faisant ça? Parce qu'en fait, tu envoyais juste une newsletter. Au début, que dalle. Et donc, tu l'envoyais gratuitement, en fait? Ouais, je l'envoyais gratuitement. Et en fait, qu'est-ce que je faisais? Au début, j'aidais des entrepreneurs à faire leur BP, leur deck et tout ça, tu vois. C'était ça, j'étais freelance. Et en fait, je m'apercevais que les mecs, une fois qu'ils avaient leur BP, leur deck, et que j'avais envoyé le deck, moi et eux, à des fonds connus, etc. Mais en fait, il y avait plein de business angels et on savait pas où ils étaient. On savait pas qui c'était, ces gars-là. Et ils me demandaient, mais tu connais pas des BA et tout? Je disais, ouais, si, je connais 5 ou 10 BA. Et j'ai commencé à leur envoyer, quoi. Ouais, mais tu t'es pas dit, genre... Parce que quand tu démarres une idée, normalement, tu te dis, ouais, il y a un business model derrière, comment je vais gagner de l'argent? J'ai jamais réfléchi comme ça, moi. Enfin, en fait, t'as cherché apport de valeur. Ouais. Avant tout. Ouais. Ça, c'est le meilleur moyen de gagner de l'argent, finalement, parce que tu penses d'abord à la valeur. Bah ouais. Et après, tu te dis en chemin, t'inquiète, tu trouveras bien un truc pour facturer quelqu'un en chemin, tu vois. Et en l'occurrence, oui, tu vois. Non, mais moi, j'adore ces idées simples. Et je t'ai dit, moi, ça m'a marqué aujourd'hui vraiment dans toute l'industrie. En plus, ça, c'est un petit peu, enfin, c'est de plus en plus compétitif. Il y a de plus en plus d'acteurs. Mais ta newsletter, c'est un truc ultra basique. Ouais. Mais en même temps, qui est devenu un peu incontournable aujourd'hui dans cet univers. Ouais, c'est vrai. Et tu vois, et en chemin, tu vois, j'ai trouvé des associés, on a structuré l'équipe et tout. On fait plein de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, cette activité-là, c'est seulement 15% de notre chiffre d'affaires, tu vois. Ça, c'est fou, ça. Tu vas nous raconter la suite. Ouais. On va faire des petits coups entre temps parce que sinon, là, on va pas démarrer la partie. Donc, la partie démarre. Là, ça y est, on n'en parle plus. Ok. Est-ce que donc, ça représente plus de 15% de ton business? Ouais. Et est-ce que tu peux nous dire comment ça s'est développé ensuite? C'est quoi tes services aujourd'hui? C'est Super Capital? Parce que je sais qu'aujourd'hui, tu as lancé aussi des fonds. Ouais. Donc c'est ça qui est fou à la fin. Au début, tu mettais juste en relation. Ouais. Et aujourd'hui, tu as des fonds avec des LPs. Donc tu investis l'argent des gens de manière plus professionnelle. Ouais. Alors on n'a pas le droit de les appeler des fonds, donc on va les appeler des véhicules d'investissement. Parce qu'on est seulement déclaré auprès de l'AMF et non pas réglementé. Donc c'est des véhicules d'investissement, donc des SCR, Sociétés de Capital Risque. Et effectivement, en fait, comment c'est né? En 2020, tu sais, évidemment, il y a le Covid, donc la tech, elle a explosé, les valos, tech et tout. Et en plus de ça, les gens, ils sortaient plus de chez eux, donc ils avaient de l'extra cash, ils avaient de l'argent en plus à investir parce qu'ils n'allaient pas au resto, etc. Et en fait, on a voulu lancer un petit véhicule avec nos potes, tu vois, au sens élargi. On s'est dit, on va lever 500 000. Et avec ces 500 000, on va investir 10 tickets de 50 000, tu vois. C'était vraiment notre truc parce qu'on était un peu frustrés avec mon associé de l'époque, qui n'était pas encore mon associé, qui bossait avec moi, Thibaut. C'était que, tu vois, il y avait plein de deals. On mettait des 3 000, 5 000 persos dans des deals. Et il y avait des deals, c'était 50 000 le ticket mini. Et nous, c'était impossible, on les avait pas. Ah, donc là, vous vouliez vous réunir pour pouvoir accéder à la table du ticket. Exactement. Parce qu'en fait, il y a des dossiers auxquels vous n'avez pas accès.
Donc tu te dis, on va se réunir, par exemple 10 potes, on met tous 5 000 et au moins les 50 000, on peut les choper. Exactement. Donc tu as lancé un premier fonds comme ça. Ouais, exactement. Et il y avait combien dans ce fonds-là? En fait, on voulait atteindre 500 000 et on a levé 3 millions. En quelques semaines. C'est fou cette histoire-là. Tu vois, et donc, alors après, on a eu de la chance parce qu'on était au bon moment, au bon endroit, le Covid, le machin et tout. Et t'as demandé aussi du coup à tous tes BA qui reçoivent la newsletter, j'imagine, hein? Bien sûr. Et donc 3 millions, putain, on s'est dit, ah ouais, il y a un vrai truc, tu vois. Et on a commencé à investir des tickets qui, à l'époque, étaient un peu gros pour nous, genre 50 000. Alors que c'est pas fou, tu vois, mais pour un BA, c'est gros, tu vois, c'est beaucoup d'argent. Et ça a tellement bien marché qu'on en a levé un deuxième en 2021, tu vois. Et là, il faisait 7 millions. C'est énorme. En fait, c'est allé un peu, tu vois. Et vous, avec vos potes, sur le premier fonds de 3 millions, vous aviez mis combien? Vous aviez mis genre 500 000, enfin... Non, nous on avait. Alors on était loin. Tu veux dire avec mon cercle vraiment rapproché? Bah ouais, en gros ton cercle rapproché, ouais. En vrai, mon cercle rapproché, ouais, ils ont dû mettre même plus que ça. Mais alors j'ai une petite question. Je sais que les fonds aujourd'hui, quand tu montes un fonds, tu prends ce qu'on appelle un carried, donc du coup un pourcentage de la plus-value que tu réalises. Exactement. Et donc du coup, si tu montes un fonds que tu es dedans avec d'autres personnes. Comment tu fais pour le carry? Est-ce qu'il y en a un déjà sur le premier fonds là dont tu parles? Oui, il y en a un. Alors sur le premier fonds, on avait pris 0 management fees, 0 droit d'entrée, et que du full carried. Ça veut dire qu'on prendra 20% de la plus-value à la sortie de tout. Ok. Donc si par exemple tu as investi 3 millions, si à la fin tu sors 6 millions, il y a 20% des 3 millions de plus-value, donc il y a 600 000 que tu prends de bénéfices sur ce fonds-là. Exactement. Okay. C'est exactement ça. Et c'est le 20%, on va dire, c'est le standard du marché. C'est le standard du marché. Exactement. Tout le monde est à 20% en général. Tous les fonds du monde sont à 20%. Sauf c'est marrant d'ailleurs ce standard de marché qui n'est pas remis en question. C'est 20%. J'ai jamais entendu un fonds, nous, notre carré, c'est genre 25 ou 15, tu vois. Si, alors moi j'en ai vu quelques-uns, c'est très rare. Il y en a, tu vois. Et il paraît qu'il y a certains hedge funds qui sont complètement inaccessibles, avec des tickets minimum de 500 millions et tout ça. Et là, ils ont des perfs tellement grosses qu'ils prennent du 40-45% de carry. Tu vois. Et ce qui est fou avec ton histoire, c'est que tu as commencé avec une newsletter. Tu as juste envoyé les deals à des business angels. Une fois que tu avais la liste de tous les business angels, tu as monté un fonds. Sur ce fonds-là, tu as levé 3 millions. En quoi? En moins d'un mois en plus? En 3 mois, tu vois. En 3 mois. Ouais, c'est fou. C'est énorme. Et alors, ces 3 millions-là, tu les as déjà tous investis ou pas? Ouais, on les a investis en 12 mois. En 12 mois, tu vois. Et alors, tu as déjà un petit retour sur la perf ou pas encore? Alors là, ça fait un tout petit peu moins de 4 ans qu'on a fait ça, tu vois. On a investi, avec ce premier véhicule, on a investi dans 45 sociétés. Sur les 45 sociétés, tu en as une bonne douzaine qui a refait des tours de table après nous sur des valos plus hautes. 45 sociétés à 3 millions? Ouais. Ça fait des tickets de combien ça fait à l'époque, on mettait entre 25 et 50 cartes par boîte. Certaines un peu plus, mais voilà. Et on a quand même une bonne douzaine qui ont refait des tours de table après nous, tu vois, sur des valos plus hautes. Et on en a... Alors, bizarrement, pour l'instant, on en a très peu qui sont mortes, mais je pense que ça va arriver, il n'y a pas de souci. Mais de toute façon, si tu vois les 12 qui sont le top de notre portefeuille, rien qu'avec une ou deux, on rembourse le fonds. Et ensuite, avec les autres, on fait de la perf. Donc, si tu veux, je sais lesquels c'est. Dans le fond, il y en a une, je sais qu'elle peut être un fund returner. C'est-à-dire, on peut faire notre fois 30 ou plus et retourner l'ensemble du fonds. Tu penses que tu peux faire combien de multiples sur un fonds comme ça? Tu as investi 3 millions, en plus c'est votre premier fonds. Tu penses que vous pouvez viser combien? En fait, quand tu es hyper fort, quand tu as un super track record d'une super marque, etc., ton fonds, il fait x5, x6. Mais ça, on dit que c'est tier 1 en général. Je me dis, toi qui viens de lancer ton premier fonds, nous, les jeunes qui viennent d'arriver, tu n'as peut-être pas le deal flow d'un tier 1. Ouais, bien sûr. Donc, nous, notre objectif, ça a toujours été de faire un x3. Et là, 4 ans plus tard, j'y crois complètement toujours. Et j'y crois même plus. Puisque avec une boîte, on a un fund returner. Il y en a 44 autres. Il y en a 15 qui vont mourir. Il y en a une trentaine qui vont faire des petits multiples. Petits multiples, ça veut dire x2, x3, x5. Mais on a déjà le fund returner. Tu vois, donc en fait... Et alors, c'est quoi la stat sur 45 boîtes? Tu dis que 15 qui meurent. Et c'est quoi le reste, la proportion? Le reste, en vrai... En pourcentage, tu pourrais donner un pourcentage de ce qui se fait dans les fonds un peu en général. En gros, c'est grosso modo toujours pareil. Il y a entre 40 et 60% des boîtes qui meurent. Donc là, tu fais 0. Tu détruis toute la valeur que tu as investie là-dedans. Entre 40 et 60%. Ensuite, les 30-40% restants, le reste, là, tu vas faire des petits multiples entre x1 et x2. Ça va franchement, en vrai, avec l'inflation, tu récupères juste ton truc. C'est lisse. Et les 10 derniers pourcents de boîtes, là, tu fais un multiple de x5, x10 ou plus.
Okay. Et le truc qui est cool, c'est que le plus, il n'est pas limité. Et donc, ce qui est marrant, c'est que sur ces 10%-là, c'est ce qui te fait la perf globale du fonds. Exactement. Donc, soit la boîte, elle méga performe et ça te fait un x30. Ouais. Et là, tu peux estimer sur le fonds au global, même aller sur des x4, x5. Exactement. Soit elle super performe, pas méga performe, elle fait x10. Ouais. Et là, du coup, sur le fonds global, tu es plus sur un x2, x3. Ouais, exactement. Et donc, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, ça se joue un peu. Alors, je trouvais ça marrant, j'ai écouté un de tes podcasts. Je trouve que c'est un peu un métier de chercheur d'or. Ouais. Tu mets un maximum de choses en place, tu noues un maximum de partenariats, tu vois un maximum de dossiers. Ouais. Mais à la fin, pour trouver la pépite, parce qu'en fait, c'est cette pépite-là qui fait le retour global du fonds. Grave. C'est ça qui est fou. Et c'est ça que je trouve génial dans ce métier. Ouais. C'est que je trouve que c'est un métier de chercheur d'or. Et je sais pas pourquoi ça me fait penser au film. Je sais pas si tu l'as vu, Gold. Non. Le film, c'est un mec qui cherche de l'or toute sa vie. Okay. Bref, super intéressant. Ah, mais en vrai, et qui trouve une pépite. Mais je trouve qu'en vrai, c'est ça. Ouais. Parce que là, sur 50 boîtes, en vrai, ça va se jouer sur une ou deux. Mais grave. Et est-ce que ça devient une licorne ou pas, ouais, quoi, en fait, si t'as pas cette une ou deux qui existe à plus de 100 millions, en vrai, tu fais pas de perf. Ou alors tu fais genre x1,5, quoi. Ouais, bah, c'est ce que j'appelle pas de perf, tu vois. Bah ouais, ça se voit sur 5 ans, en fait, avec l'inflation, en fait. Ouais, tu vois, c'est... Ok, donc premier fonds levé 3 millions. Ouais. Et tu relèves un fonds derrière. Ouais, 12 mois après, fin 2021, là, c'était un peu la folie. Je sais pas si tu te souviens, mais cette époque, c'était dingue. Hein. L'argent coulait à flot partout, post-Covid et tout. Là, on a la fin de la bulle, d'une certaine manière, non? Ouais. Après, ça, c'était en plein cœur de la bulle. 2021, on a levé 7 millions. Les valos étaient très hautes, etc. Voilà. Et après, véhicule numéro 3, on a levé 4 millions. Donc là, beaucoup plus dur parce que là, la bulle avait explosé. Le marché il s'était contracté beaucoup, etc. Ouais. Et là, en ce moment même, en 2025, là, on lève notre 4e véhicule. Ok, donc là, tu es au 4e. Ouais, on a 200 boîtes en portefeuille là. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu frustrant dans l'investissement avec des boîtes? C'est qu'aujourd'hui, tu vois, tu en as une en tête avec une valo, etc. Ouais. Est-ce que c'est pas frustrant parce que parfois, dans le calcul des portefeuilles des fonds, t'as toujours le patron du fonds qui pense à cette pépite en fait, qui est en train de faire x40 et tout. Mais du coup, vu que tout repose sur cette pépite-là, tu te dis pas parfois c'est une valorisation théorique papier. Grave. Putain, vu que ce truc-là se retourne pour X raisons, en fait, ça me tue le fond, quoi. On est d'accord. Ouais, c'est un peu. En vrai, si t'acceptes pas ça, il faut pas jouer au VC. Faut pas jouer ce jeu-là parce que en fait, il y a de temps en temps, il y a toujours un peu des gens qui essayent de venir dans ce marché et qui disent non, mais moi je vais faire juste des paris rassurants, défensifs et tout. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ça marche pas en fait. Non, tu vas pas y arriver parce que de toute façon, statistiquement, ok, tu vas peut-être pas avoir 50% de tes boîtes qui vont mourir, mais tu vas en avoir 30%. Et déjà 30% que tu perds. Déjà, va rattraper ça, quoi. Et tu penses quoi de la notion de deal flow? On dit aujourd'hui qu'un fonds, en fait, il arrive à performer souvent parce qu'il surfe sur un bon deal flow. On dit 80% c'est deal flow. C'est-à-dire qu'en gros, si tu n'as pas le deal flow, tu te bats pas dans la bonne cour et d'une certaine manière, tu n'as pas accès au bon dossier. Versus, par exemple, je te dis une connerie, un fonds tier 1 qui est ultra exposé, qui reçoit tous les bêtes de dossier. Ouais. Vu qu'il joue dans la cour des grands, d'une certaine manière, il a plus de chances d'avoir plus de pépites dans son portefeuille que quand tu n'es pas identifié. Je suis d'accord, oui, sur un type de... C'est à moi de jouer, non? C'est à toi de jouer, ouais. Je suis d'accord, oui, sur un type de... Là, tu réfléchis en même temps que faire le coup et c'est pas simple. Ouais, un type de pari. C'est-à-dire, tu sais, les fonds qui vont... Bête, comment on dit, qui vont parier sur les boîtes qui vont faire licorne, qui vont faire 1 milliard et tout. Ok, là je suis d'accord avec toi. Il faut le bon deal flow, il faut recevoir les belles boîtes. En ce moment, c'est AI, intelligence artificielle, tout ça, machin, des grosses valos. Et si t'es pas dans le cercle, tu reçois pas ces boîtes-là. Je suis d'accord. Mais attention, ça c'est une thèse d'investissement. Tu peux avoir une autre thèse d'investissement qui est de dire, moi je n'investis que sur des boîtes qui sont pas les plus médiatisées et tout ça, mais qui sont aussi beaucoup moins chères à l'entrée et qui correspondent aussi à une valeur de sortie, tu vois, plus basse. Oui, mais par contre, sur le fait de faire une méga boîte, une licorne, ce que tu viens de dire, pour faire une énorme boîte, vaut mieux être identifié, avoir le gros deal flow. Oui, sauf que regarde, tente sur une boîte à 10 millions de valo, tu sors à 1 milliard. C'est cool, t'es content, c'est chic, t'as fait ton x100. Ça fait x100. Ok. Mais tu peux faire ton x100 en entrant sur une boîte beaucoup moins connue et beaucoup moins compétitive sur une valo à 2 millions qui va sortir à 200 millions. Et il y en a beaucoup plus. Des boîtes qui sortent à 200 millions qu'à 1 milliard. Il y en a beaucoup plus, t'as raison. Et donc c'est ça, tu vois. Ah oui, en termes de volume, ouais, t'as raison. Il y a plein de boîtes qui sont pas connues. Je te jure qu'il y a des boîtes, je peux te les citer, elles sont pas connues. Et elles ont exité à 100 millions. Et les mecs, les BA du début, ils sont rentrés sur 1 ou 2 millions de valo. Ils ont fait un x100.
Donc du coup, tu as lancé un premier fonds, donc 3 millions, un deuxième en 12 mois après de 7 millions. Ouais. Le troisième, il était de combien ? 4. Et le quatrième là que tu vas lever ? On le commence tout juste là. Vous le commencez tout juste ? Ouais. C'est combien ? Ah bah tu sais pas du coup encore ? On sait pas encore, ouais, c'est maximum 8 millions. On a droit à 8 millions maximum par l'AMF. Donc ce sera dans ces eaux-là. Et l'idée, c'est toujours pareil, c'est d'investir. Tu vois, en vrai, on assume, on a copié la stratégie d'investissement de Kima, de Xavier Niel. Okay. On met plein de petits tickets. Par contre, là où on est différent d'eux, c'est qu'après, on fait du follow-on. Ça veut dire on réinvestit dans le top 10 ou 20% de notre portefeuille. Tu vois, on se dit, OK, c'est quoi les boîtes qui surperforment notre portefeuille ? T'as une stratégie de double down sur tes pépites. Exactement. Et c'est un truc que j'entends beaucoup. C'est une stratégie, si je l'entends beaucoup, c'est que ça doit être intéressant de le faire. Une fois que tu tiens une belle boîte, justement, là, il faut plutôt s'y accrocher. Est-ce que ça t'arrive plutôt que de renforcer, je dis une bêtise, tu mets 50K en seed et en série A, tu remets genre 500K. Ça t'est déjà arrivé ou pas ? Ouais. Okay. C'est pas que tu maintiens la position, que tu la consolides, c'est que tu vas à fond. Tu vois, il y a une au moment de l'accélération, finalement, tu vas. Grave. Et tout ce que tu peux, tu mets. Tu racles les fonds de tiroir. En vrai, des fois, tu as des boîtes, elles sont tellement correctes. Tu vois, on a une boîte dans notre portefeuille. Pour nous, c'est un énorme ticket. On est exposé à quasiment 1 million sur cette boîte. C'est énorme pour nous. Vous avez mis un ticket d'1 million ? Ouais, mais pas un seul, pas un ticket. On l'a mis en 3 fois, tu vois. Ok. Mais en vrai, notre exposition totale, c'est 1 million. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de place ? On dit que les très beaux dossiers. Moi, je connais plein de VC aujourd'hui à Paris, les meilleurs VC qui te disent. Moi, mon plus gros problème aujourd'hui, je leur dis, c'est marrant, je leur dis souvent, c'est un problème de riches. C'est qu'en gros, ils sont dans la course pour le super dossier, mais il n'y a pas de place pour eux parce que c'est un autre fonds qui a l'ownership dessus, qui a travaillé le dossier. Grave. Et que ça, c'est le plus gros manque à gagner finalement de ne pas avoir sa place dans les beaux dossiers. Est-ce que ça t'est déjà arrivé ? Oui, bien sûr. C'est pour ça que nous, c'est pas trop notre play. Ça, c'est surtout un play de série A. Franchement, la série A, c'est tellement compétitif. Moi, jamais j'aurais lancé un fonds de série A. Jamais. Enfin, je veux dire, oui, il y a 10-15 ans, oui. Pas aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, là, on a lancé des fonds pré-seed seed parce qu'il n'y avait pas grand monde et qu'on pouvait encore, tu vois, trouver de la valeur. Et en vrai, aujourd'hui, tu mets un ticket en pré-seed, t'en sais rien. Qui c'est qui va performer, franchement. Une belle série A, tu sais si la boîte, tu as vu comment elle s'est comportée, la boîte et tout, machin, tu sais qu'elle va performer. Enfin, tu sais, tu as beaucoup plus d'assurance, tu vois. Alors qu'en pré-seed, franchement, qu'est-ce que t'en sais ? Mais attention, parce que j'ai des cas de gens qui ont renforcé, consolidé et qui se sont quand même pété la gueule. Et ça fait chier. Bien sûr. Parce que là, tu te pètes la gueule beaucoup plus fort. Parce que en fait, si tu mets que des tickets de 50K, finalement, tu as un risque proportionnel dans chaque deal. Si tu mets que des tickets de 50K et que tu as un ticket d'1 million... Alors attention, je suis d'accord. Et c'est pour ça qu'on ne renforce pas avec le même véhicule. On fait aussi un club deal pour... Tu vois, donc ça veut dire, on utilise notre véhicule, notre microfonds, pour investir une fois. Éventuellement une deuxième fois. Donc un ticket de 50, puis un ticket de 150. Donc on a 200. Et après, à la série A, là, on va faire un SPV, donc un club deal, qui va venir co-investir avec nous. Et c'est là qu'on va mettre genre 800 000, tu vois. Donc là, pour récapituler, tu es parti du newsletter que tu as envoyé pour le fun à tes amis. Et aujourd'hui, tu as levé, tu es en discussion pour lever presque 20 millions. Ouais, c'est ça. On a quasiment déployé 20 millions. 20 millions. Et si sur ces 20 millions, tu es plutôt bon, on va dire, et que tu fais un 3X, ça veut dire 60, ça fait 40 millions. Et donc, du coup, un carré de 20% sur ces 40 millions. Sur ces 40 millions de bénéfices, du coup, ça fait 8 millions. Ouais. Donc 8 millions de carry. Alors ces 8 millions-là, ça représente la grosse partie des revenus de ton organisation. Ou est-ce que tu peux nous présenter aussi les services pour que je me rende la réponse ? Parce que tu as dit 15%, c'est la newsletter. Donc là, tu accompagnes les entreprises à lever des fonds. Auprès de BA. Et là-dessus, du coup, tu prends une commission à peu près sur la levée. Autour de 5% dans le marché, c'est ça ? Exactement, c'est ça. On prend 5%. C'est ça. Donc ça, c'est 15%. Et le reste, alors, c'est quoi ? Et en fait, le reste, c'est... Il y a les entry fees, donc les droits d'entrée dans les véhicules. Et 2, il y a surtout aujourd'hui la grosse partie, c'est l'accompagnement des entrepreneurs à aller lever de la dette. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que parler à des banquiers, c'est compliqué. Il faut parler leur langage, il faut trouver le bon banquier, il faut le cibler, il faut lui prémâcher le travail. Tout ça, on sait faire. On a des équipes. J'ai un associé super qui s'appelle Fred qui fait ça depuis 25 ans. On a des super équipes et on fait ça pour les entrepreneurs. Et c'est ça aujourd'hui qui est le gros de notre activité. Okay. Là, je pense que tu as fait une bonne erreur. On va refaire le coup. Parce que tu vas me bouffer ma tour. Exactement. Ouais. Allez, on la refait celle-là. J'autorise parce que comme j'ai un petit niveau, on autorise de refaire les coups. Mais là, c'était le fou caché qui est chiant parce que dès que tu... Désolé, je coupe la conversation, mais on fait les coups. On fait les coups pour la partie. T'as bien fait. Ok, donc 15%...
Du coup, mais c'est déjà beaucoup 15% sur les newsletters. Tu communiques le chiffre d'affaires là-dessus ou pas? Ouais, on fait un peu. En fait, on fait un peu plus de. Aujourd'hui, on fait un peu plus d'1 million, 1 million et demi à peu près de CA. Tu vois. Donc, sur cette partie-là? Non, en tout. En tout. Entre 1 et 1,5 million. Donc, allez, 10-15% de c'est 1,5 million, c'est-à-dire entre 150 et 200 000 là-dessus. Exactement. Ouais. Et donc, du coup, ça veut dire que si tu prends 5%, on peut revenir en arrière. On peut savoir combien t'aides à lever de fonds pour les boîtes. Ouais, exactement. Ouais, bien sûr. Donc, ça fait x20. Ouais. Exactement. Donc ça veut dire que t'aides à lever 4 millions par an à peu près pour les boîtes. Exactement, ouais, c'est ça. Il y a certaines années, c'est un peu plus. Okay, ouais. Là, en ce moment, c'est ça, ouais. Ok, super. Et alors les 85% restants? C'est l'accompagnement à la dette. Donc, comme je disais avec mon associé Fred, parce que en fait, convaincre un investisseur et convaincre un banquier, en fait, c'est pas du tout pareil. Tu vois, l'investisseur, toi, je sais que tu investis dans des boîtes. Par exemple, tu regardes quoi? En ce moment? Ouais, non, mais tu regardes quoi dans la boîte, tu vois? C'est quoi tes questions? C'est quoi qui t'intéresse de regarder dans une boîte? Moi, je suis technophile, donc je m'intéresse beaucoup à la tech. Donc j'ai envie de me dire que la tech résout un vrai problème de marché. C'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la blockchain là, récemment et au Web3. Ouais, merci d'ailleurs de m'avoir envoyé un beau dossier là-dessus. Et je t'en ai envoyé un pas mal. Très et bon. dans lequel je crois beaucoup à un entrepreneur. C'est le frère de quelqu'un que je connais, donc il est c'est drôle. Très fort. On peut passer le bonjour. Tiens, on va lui faire un peu de pub à Samy, le fondateur de Cross the Edges. Ouais. Et c'est un peu le petit Sorare français, j'ai l'impression, donc à surveiller. Ah, il est fort. Et il est doué, il a une grosse communauté. Ouais. Donc tiens, on lui fait un petit clin d'œil. Mais ouais, donc je te l'ai envoyé. Donc tes business angels, je pense t'envoies des dossiers, donc ça c'est cool aussi. Grave, à fond. Ouais, donc tu regardes la techno à fond. La techno. Et puis la traction, s'il y a un peu de traction, j'aime bien. Et en fait, moi je trouve qu'il n'y a pas de petite traction. Je fais partie de l'école Bootstrap, c'est-à-dire que même faut pas avoir peur puis 3 clients, puis 4 clients, c'est une traction. Grave. Et faut pas avoir peur de me dire je gagne 2000 euros par mois, tu vois. Moi, 2000 euros par mois, c'est mieux que zéro, tu vois. On a tous commencé. Et c'est bien 2000 euros par mois, tu vois. T'as des clients et tout. Ouais, grave. Donc ça, je regarde. Et puis après, peut-être le parcours des entrepreneurs. Est-ce que c'est la première boîte? J'aime bien quand c'est la deuxième. Ok. Genre quand il y a eu un premier échec, ça j'aime bien, tu vois, parce que je me dis apprentissage énorme. J'en ai mis 3 ans d'une boîte. Gros apprentissage. Voilà. Et alors pour la petite histoire, je vais l'annoncer là en exclusivité. Je suis en train de lancer un fonds. Ah bah voilà, bienvenue au club alors. Et j'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble. Ouais, carrément. Parce que mon objectif c'est d'avoir un bon deal flow et de m'associer aux personnes comme toi. Du coup, je vais recruter une personne à temps plein pour gérer les investissements. Trop cool. Dans cette boîte là. Et ça va être dans ce fonds-là. Et du coup, ça va être un fonds où je serai le seul LPiste, du coup. Ouais. Ça sera mon argent personnel. Ouais. Et on va investir dans des boîtes de la tech. Trop bien. Mais voilà, en tout cas, on regarde. Et donc, du coup, qu'il ait plus de temps pour regarder à quel point les entrepreneurs sont bons. Parce que moi, mon problème, c'est que j'aimerais passer plus de temps à savoir si les entrepreneurs sont bons. Et comme j'ai pas le temps, je réponds à des newsletters comme toi. Tiens, je mets 10-20K, mais j'ai pas eu le temps de vraiment creuser. Donc ça, c'est un peu le défaut que j'ai dans mes investissements actuellement, tu vois. Ok, mais tu vois, donc tu cites plein de trucs que tu regardes. Tous ces trucs-là que tu regardes, le banquier, il en a rien à foutre. Lui, il regarde complètement autre chose. Les chiffres, l'Excel, les fonds propres. Lui, par contre, s'il y a que 2 clients à 2000 euros par mois, il est pas, il est content. Moins, voilà, tu vois. Et donc voilà, donc c'est pour ça, il faut avoir un mindset différent, tu vois, quand tu pitches un banquier par rapport à quand tu pitches en fait un business angel, quoi. Ok, donc et donc la partie banque aujourd'hui, en fait, ça représente plus que lever des fonds. Ouais. Parce que aussi, tu vois, le marché des levées de fonds en capital ces dernières années, 2023-2024, il s'est beaucoup contracté, alors que la dette, elle s'est pas trop contractée. Tu les aides à structurer un dossier, en fait. Ouais. Vraiment, on pré-mâche le travail. Là-dessus, j'imagine que tu as des process de fou pour optimiser les chances. Même tu es en contact avec des banquiers, j'imagine. Mais grave, on connaît les banques, les agences, les centres d'affaires, le bon interlocuteur dans le bon centre d'affaires qui va aimer ce type de dossier. Et on va tout lui pré-mâcher le travail, tout, pour lui filer. Lui, il est content, il reçoit un beau dossier, il va voir ses supérieurs, ses comités des risques, il leur pousse le dossier, c'est super bien fait. Ok, on y va. Et alors, ils regardent quoi les banquiers? Ça peut être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Il y a plein d'entrepreneurs qui nous écoutent. S'ils veulent aller lever une dette, ça peut être intéressant que tu leur dises est-ce qu'ils peuvent y aller ou non. Ouais. Déjà, ils peuvent aussi aller te voir pour te demander. Ouais. Je sais qu'il y a la BPI aussi, ça c'est autre chose j'imagine, mais qui peuvent doubler les investissements des business angels parfois, ça c'est pas mal aussi. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur toute la partie dette? Ouais. En fait, là, ce qui est cool, tu vois, en France, c'est que quand même, tu vois, c'est rare les pays où les banques elles prêtent aux startups, c'est vraiment rare. En France, on a cette chance d'avoir la BPI qui en fait contre-garantit une grosse partie des prêts des banques aux startups. C'est pour ça en fait que les banques en France elles payent aux startups, c'est qu'il y a la BPI derrière qui contre-garantit. Tu vois. Et donc, en fait... Ah oui, d'accord, elle vient en garantie. Du coup, la banque se dit... Mais c'est-à-dire quoi, garantie? Ça veut dire qu'en gros, la banque, elle prête
je sais pas, 500 000. L'entrepreneur, il fait défaut. La BPI, généralement, elle couvre 70% du risque. Ça veut dire que la BPI, elle va payer 70% à la banque si la boîte fait défaut. Tu vois, et en fait, le risque de la banque, c'est que sur 30% ou 20%. Ou, tu vois, je connaissais pas ça. 20%. Moi, je connaissais leur subvention de la BPI. Alors, la BPI, ils font plein de trucs. Je connaissais pas la partie garantie. Tu as rencontré, je crois, le patron. Ouais, je l'ai interviewé. Ouais. Donc, super intéressant et c'est top ce qu'ils font. Ils font plein de trucs et ils font notamment ça. Tu vois. Et ça nous permet, ça fait en sorte que nos banques françaises prêtent aux startups. C'est ce qui est quand même assez cool. Sinon, elles ne prêteraient pas. Elles prêteraient pas du tout, zéro. Tu regardes en Allemagne, les banques, elles prêtent pas aux startups. C'est dingue ça. Ouais, ça c'est une spécificité. C'est unique en France, ça c'est une spécificité. Ouais. Peut-être d'autres pays, mais en tout cas en Allemagne, dans plein de pays, c'est pas ça. Et alors du coup, est-ce que ça t'arrive d'utiliser plusieurs services, c'est-à-dire la garantie de la BPI, mais aussi les subventions en même temps, ou c'est deux services différents, c'est pas cumulatif? Bien sûr, si. C'est la garantie, c'est les subventions, la bourse French Tech, etc., etc. Même la BPI a aussi investi en capital aussi. Enfin, tu vois, en fait, ouais. Dans les startups aussi. Ouais. Ils ont plusieurs fonds thématiques. Ils investissent aussi. Et la BPI, c'est toujours aux côtés d'investisseurs. Oui, c'est pas tout seul. Tout à fait. Est-ce que c'est quoi les proratas? Est-ce que tu nous donnais par exemple un exemple d'un dossier récemment? Ouais. Quelqu'un qui a levé par exemple 700 000. Ouais. Combien il a mis d'aide? Alors ça, c'est très intéressant. En fait, il y a deux typologies de dossiers. Soit tu vas avoir un dossier assez classique, type, dossier, SaaS, SaaS B2B, donc assez classique dans l'environnement startup. Et là, en fait, le CEO, il va lever 1 million en equity, en capital. Et on va aller lui chercher peut-être 500 000, 600 000 en dette en plus. Ok. Maintenant, tu prends une autre boîte qui fait pas un SaaS B2B, mais qui fait du hardware, qui fait du vélo, qui fait du leasing, qui fait machin. Et là, c'est l'inverse. Il a levé 500 000, 600 000 en equity. On va aller lui chercher 2 millions en dette. Tu vois, donc les ratios, ils sont différents selon que tu fais un SaaS B2B ou selon que tu fais du leasing de matériel, parce que le matériel, il a une valeur que la banque, elle peut récupérer. C'est ton expertise, du coup, tu peux analyser le dossier et dire ça peut être quoi le levier. Exactement. Le ratio, quelle banque, le bon interlocuteur. Ce qu'on sait très bien faire aussi, c'est faire s'asseoir plusieurs banques autour du même table. Parce que les banquiers sont comme les investisseurs. Là, pour le coup, ils ne veulent pas y aller tout seuls. Okay. Ils veulent partager le risque avec d'autres banquiers. Et nous, on sait les faire s'entendre autour de la table. Tu crées un pool bancaire. Exactement. Je ne sais pas que ça existait les pools bancaires pour start-up. Si. Mais alors du coup, par exemple, pour start-up et pour PME. Oui, mais si par exemple une start-up veut lever 700 000 et qu'il y a 200 000 pour les banques, tu peux avoir 4 banques qui mettent 50 000. Ouais, alors là, on est sur des montants un peu trop petits. Mais oui, tu multiplies par 3 tes chiffres et oui. Ok. Bien sûr. Ouais, complètement. Ok. Super intéressant. Et donc du coup, là, tu as les entrepreneurs à lever de la dette. Ouais. En fait, tu leur fais un peu tout. Tu leur trouves les investisseurs. Les 360. banques, tu fais tout. Ouais. Et les subs, la dette, les BA. Donc, tu fais subventions aussi. Un petit ticket. Est-ce que ça t'est déjà arrivé tu prends un dossier et t'arrives pas à lever des fonds pour lui, pour le dossier? En capital avec des BA, oui, ça m'est arrivé. Et ça m'arrive. Est-ce que toi, t'analyses ou est-ce que tu envoies dès que t'as un dossier, tu l'envoies? Ah non, j'envoie. Tant mieux parce que moi qui investis en répondant par email, vaut mieux. J'envoie très très peu de dossiers en vrai que je reçois. Non, j'envoie très très peu. Ok, genre tu reçois combien de dossiers En fait, ça fait des années que c'est toujours grosso modo les mêmes chiffres. On reçoit genre entre, ça dépend des mois et des années, mais en gros entre 200 et 300 dossiers par mois. Ok. Et on en envoie entre 2 et 10, tu vois. Entre 2 et 10. Donc oui, on prend. Et tu dis pas parfois, vu que c'est une newsletter, enfin d'une certaine manière, ouais. Tu pourrais aussi tout envoyer en faisant des récapitulatifs. Je pourrais, mais je saoulerais les gens. C'est les BA qui décident après. Alors, je suis 100% d'accord avec toi, sauf que je saoulerais les gens. Parce que si je t'envoie... Aujourd'hui, je t'envoie 2 mails par semaine. Parce que je me dis que t'as un bon flow quand même. T'en envoies déjà 2 par semaine. Ouais, mais imagine, demain, je t'en envoie 10 par jour. Ah ouais, t'as raison maintenant, tu me noierais, t'as raison. Tu vas me dire, t'es gentil. T'as raison, ça me noierait, ouais. Est-ce que tes BA t'envoient des dossiers comme moi je te le fais aussi souvent? Grave. Alors pas tous, hein, mais il y en a une bonne partie qui m'envoie des dossiers. Et c'est assez drôle. Et surtout, s'il vous plaît, continuez à m'en envoyer parce que c'est génial. C'est marrant parce qu'il y a des fois des pépites de malades. Ah ouais? Et que personne n'a enfin que genre parce sous les radars au tout début parce qu'ils sont potes et tout, tu vois, donc personne les a vus encore et ça c'est génial ça. Et parfois c'est l'inverse. T'as un gars, il m'envoie un truc. C'est pas qu'un gars, mais plusieurs gars. Il m'envoie, putain, je trouve ça cool et tout. Je regarde la boîte. Wow, non, jamais je partage ça, quoi. Ah ouais. Et c'est chelou. Drôle. C'est bizarre parce que. Et t'as des bons BA, genre en mode, tu sais que dès que lui t'en envoie un, c'est genre du lourd ou ouais, quand même. Ouais. Je sais qu'il y en a 2-3. Je vais regarder l'email bien précisément. Ouais, super intéressant. Tu vois le track record du gars, tu fais bon. Super. Ah, c'est super ça. Ouais.
Et ok, alors du coup, vous êtes combien dans l'organisation maintenant parce que tu as commencé tout seul? Ouais, complètement tout seul, solo, dans mon bureau, dans ma maison. Et ce qui est fou, c'est que tu étais journaliste en plus. Ouais, mais tu sais, j'étais journaliste dans la tech, donc chez Science et Vie Micro. Donc en fait, ça c'était il y a longtemps. T'avais déjà un pied dedans au final. Ouais. J'allais souvent, en fait, j'étais basé à Paris, j'allais souvent au keynote de Steve Jobs et tout ça. J'étais invité par Apple et tout, c'était trop cool. C'était quoi le média? C'était Science et Vie Micro. Science et Vie Micro. SVM, tu vois, mais ça n'existe plus. Ah non, parce qu'il y a le Science et Vie qui existe. Ouais, mais c'est pas une partie micro. Science et Vie. C'était au tout début quand ils ont créé le magazine. Oui, ils avaient fait Science et Vie, c'était le même truc, et ils avaient fait Science et Vie micro. C'était micro informatique. Ok, d'accord. C'est genre il y a 40 ans, quoi, au début de la micro informatique, tu vois. Ouais. Moi, je suis rentré là-dedans en 2005, et en fait, entre 2005 et 2008-9. J'ai assisté à toutes les keynotes de Steve Jobs. J'étais invité partout, machin et tout. C'était génial. Tu étais passionné de technologie déjà. Ouais, exactement. C'est quand même, tu étais journaliste. Tu l'as dit dans un podcast, je crois que tes parents venaient pas de ce milieu-là, de la finance, etc. Et donc, du coup, moi, tu sais, je dis toujours un truc. Je dis que le meilleur moyen d'innover dans un marché, c'est de ne pas être expert à la base. Clairement. Et je pense que tu es le meilleur exemple. Et les gens pensent trop que ceux qui innovent dans des marchés, c'était le mec qui était déjà grave dans le truc et tout, alors que ces gens-là ont souvent des gros biais. Alors toi, tu étais quand même un pied dedans dans le sens où tu étais passionné de technologie quand même. Oui. Là, mais par contre, tu n'étais pas un produit du VC, tu n'as pas fait des études en mode finance. Complètement outsider. Mais là où je te rejoins à 100% sur le biais, c'est qu'aujourd'hui, hyper souvent, je reçois un dossier sur une thématique, je sais pas moi, les vélos. J'envoie ce dossier à un mec dont je sais qu'il a une boîte de vélos. Je lui demande son avis, mais je fais gaffe. Tu vois? Ah, pas mal ça. À chaque fois, je me dis, attends, ouais, ok, il me dit que c'est de la merde, ok. Mais attends, je vais quand même demander à 2-3 autres gars qui sont pas du vélo ce qu'ils en pensent. Parce que bien souvent, ils te disent, mais il y arrivera jamais, j'ai essayé 10 fois. Ouais, mais jusqu'à ce qu'il y ait un mec qui arrive. C'est ça. Je suis entièrement d'accord avec toi. D'ailleurs, il y a des livres là-dessus. Enfin, moi, je crois grave là-dedans. Et c'est vrai que les experts, ils ont tendance à avoir des biais ou en mode j'ai déjà essayé donc je fais pas, alors que plutôt que d'essayer un autre chemin, tu vois. Donc, quand tu arrives de manière un peu naïve, mais tu vois, je pense que c'est un peu de manière dont tu arrives avec ta newsletter. En fait, tu as un peu bousculé les codes de l'industrie VC, tu vois. Il y a des gens qui avaient des fonds, ils n'avaient pas de deal flow, machin. C'était franchement complètement le but. Et au début, honnêtement, les gars, c'est quoi ça, quoi, tu vois. Et c'est marrant parce que tu vois, les gars, ils disaient oui, nous on est des VC, machin, on va pas regarder ces trucs-là. Aujourd'hui, je peux t'assurer que quasiment tous les VC de Paris sont abonnés et ont demandé à recevoir ma newsletter. C'est génial. Je te l'assure, je peux te le montrer dans mon mailjet. Tu le renvoies ou pas? Ouais, bien sûr, bien sûr. Moi, j'envoie tout. Et est-ce qu'eux investissent aussi par parce qu'on a dit que tu as des business angels? Ouais. Est-ce que tu as des fonds, des family office qui viennent se greffer sur des dossiers? Ouais, tu as des VC, tu as des FO, tu as des family office, tu as parfois des partenaires de certains fonds aussi. Des venture partners qui investissent à titre personnel, tu vois, etc. Quand ils peuvent, hein, des fois ils peuvent pas, mais voilà. C'est à moi de jouer, hein. Ouais. C'est à toi de jouer. Putain, je perds le fil là, putain. C'est dur, c'est dur un peu, non? Hyper dur. Ouais, c'est dur, ouais. Hyper dur. Putain. Ah ouais, mais on a le temps, on n'est pas pressé. On a le temps de jouer les coups, donc te précipite pas. Ouais, ok. Mais c'est bien à toi de jouer, ouais, je te confirme. Ok, mais ouais, qu'est-ce qu'on disait On disait que c'est. Bah oui, que non, il y a des acteurs aussi, genre des VC, des family office, etc. Est-ce qu'il y a par exemple un fonds ou un business angel qui s'est déjà ultra chauffé sur un dossier? T'as pas compris, genre limite t'envoies la newsletter, il te demande à appeler le mec et il te rappelle en mode je mets un ticket d'1 million, genre et tu comprends pas trop ce qui s'est passé. Ça t'est déjà arrivé? Ouais. Mais en fait, tout est relatif dans Attends, merde, t'as joué, j'ai pas vu. Attends, t'as joué quoi? J'ai mis la dame. Ah, t'as mis la dame là, ok, c'est bon. Tout est relatif dans la vie, c'est-à-dire que pour des gens, un ticket de 1000 euros, c'est beaucoup d'argent. Et j'ai découvert que, parce que je viens pas du tout de cet univers-là, j'ai découvert que pour des gens, un ticket de 500 000, c'est pas grand-chose. Tu vois, et j'ai eu des fois des gens qui ont mis des 500 000 sur un dossier, tu vois, et plusieurs fois sur plusieurs dossiers, bam, bam, bam. Des 500 000 sur plusieurs dossiers? Et tu te dis, waouh! Mais en fait, c'est vrai qu'après, quand tu creuses et que tu connais le patrimoine du gars, tu dis, bon, en fait. En fait, t'as des business angels qui sont milliardaires, en fait, sur ta newsletter. J'en ai, mais alors j'ai surtout pas que ça, oui, évidemment. Bien sûr. J'ai des mecs qui ont pas grand-chose et qui mettent du 5000 par-ci, par-là. T'as combien de personnes aujourd'hui? J'ai qui lit régulièrement les emails. Parce que t'as le taux d'ouverture et tout dans Mailjet. Ouais. Qui lit régulièrement les emails, les dossiers qu'on envoie en mode anonyme. Hein, donc on n'envoie pas le deck, on n'envoie pas le nom et après c'est sur demande. J'ai 4000 personnes qui régulièrement lisent les dossiers. Putain, c'est énorme. 4000 qualitatifs de business angel. C'est-à-dire que tu as une base, on pourrait presque appeler ça une communauté, mais appelons pas ça une communauté, mais tu as une base de 4000 personnes capables d'investir des tickets entre 5000 et 500 000 euros. Exactement. Et donc c'est une énorme base. C'est un bel asset. C'est un bel actif. Et sur ces 4000, pardon,
j'ai 1000 personnes qui ont déjà mis au moins un ticket chez nous. 1000 personnes actives. Ah putain. Ouais. Qui ont mis au moins un ticket. Ouais, au moins un T'as les stats après, genre 2 tickets ou 5 ouais, bien tickets sûr, j'ai tout. Je les ai pas en tête là, mais si tu veux, après j'ai une stat pas mal. C'est genre, si tu regardes les gens qui ont mis des tickets individuels de plus de 50K, ça représente 8% des gens, tu vois. Il y a 8% des gens qui ont mis un ticket de plus de 50K. Donc du coup... Après, c'est marrant, si tu regardes les extrêmes, tu sais, les stats un peu extrêmes, t'as genre 2-3 mecs qui ont mis genre une grosse somme en tout, c'est-à-dire peut-être 1 million, mais ils ont mis genre 100 tickets de 10 000, tu vois. Ah J'en ouais. ai des mecs comme ça. Attendez, ils mitraillent. Ils mitraillent. Ah ouais. Et Ils font comme moi, ils répondent aux emails. Non, ils appellent les gens, ils font le travail. Ouais, Ils ont le appellent temps de plus, faire ça. ouais, bah, je sais pas. Pas trop. Okay. Mais il y en a, ils mitraillent, exactement, c'est le mot. Okay. Et il y en a, c'est l'extrême inverse. Ils ont mis genre juste 2 tickets. Énorme. Et c'est des tickets, mais fat, mais qui ont mis 300, 400, tu sais. C'est drôle ça. Tu vois. Et t'as les stats ou pas alors? C'est vaut mieux mitrailler ou mettre de gros tickets en mode picky? En vrai, moi, ce que je pense, c'est qu'il faut mieux mitrailler au début et après suivre, regarder les meilleurs et réinvestir à mort. Et en fait, tu sais en fait, le truc de vraiment insider, c'est quoi? C'est tu t'investis dans plein de boîtes. Tu regardes les meilleurs. Tu te fais pote avec le CEO des meilleurs. Et là, quand tu es pote avec le CEO, il te dit, mec, là, je fais un tour de table, tu mets ce que tu veux. Tu mets pas que ton prorata à 50 000. Si tu veux mettre 1 million, si tu peux mettre 1 million, mets ton 1 million. Et là, bah, c'est génial. Parce que tu vois, là, par exemple, je sais, j'ai une boîte actuellement. Je sais que tu vas faire ton x3, c'est sûr. Et on a une poche. On peut mettre ce qu'on veut dedans. Tu vois. Et ça, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ownership sur les dossiers. Les fonds de céréales, ils se bataillent sur ça pour avoir cette relation avec le CEO. Exactement. Mais nous, ça fait 3 ans qu'on est là. Ouais. Tu vois, tu connais ça parce que toi, tu as investi au début aussi. Bien sûr. Combien de boîtes, toi, en portefeuille? Là, j'en ai plus de 50. Ah ouais, c'est beau. C'est pas mal, hein. Et c'est quoi les... Enfin, sans citer les noms forcément, tu vois, enfin, si tu veux, mais les 2-3 boîtes où tu penses faire un gros multiple, c'est quel genre de secteur ou quel... Alors moi, j'ai eu de la chance dans mes investissements, c'est-à-dire que le premier, c'était quelqu'un que je connaissais bien dans une industrie proche. Okay. Et j'ai mis all-in, et du coup, je suis vraiment le mauvais exemple dans cette industrie. Ah ouais. Et j'ai mis all-in à l'époque, donc all-in, c'était autour de 500 000 euros sur un ticket. Sur mon premier ticket. C'est mon premier ticket. Mais en même temps, je connaissais la personne, le business, etc. Attends, le business, il était rentable quand tu as investi les 500 000? Ouais. Ok, ça enlève déjà un peu. Il était rentable. Okay. Et, ok. Bah, je peux pas trop rentrer dans les détails. T'es sorti ou pas? Je peux pas rentrer dans les détails. Non, je suis pas sorti, mais c'était un gros truc. Et donc, du coup, ça m'a tout de suite bien mis, on va dire, dans le monde de l'investissement. Mais après, par contre, après, du coup, je me suis pris pour un génie. J'ai commencé à mettre des gros tickets et à accélérer. Et là, j'ai fait plein d'erreurs. Ouais. J'ai fait plein d'erreurs, notamment des grosses, et ça m'a vraiment fait chier. Là, il y en a qui j'ai vraiment la valeur de l'argent, ouais, et j'en ai qui s'est craché pour des trucs que j'avais pas vu et des tout. Des gros tickets crachés. Ouais, des gros tickets crachés, ouais. Bah, j'en ai un, c'était mon plus gros. C'était mon deuxième plus gros, du coup. Après, celui-là, c'est le plus gros. J'ai jamais mis de ticket comme ça. Mais en gros, j'en ai mis un avec un mec qui est ultra talentueux, ça s'est joué à pas grand-chose. Où j'ai mis 200K sur le café. Et en fait, le problème, il y a un truc que j'avais pas du tout identifié. C'était qu'en fait, c'était une cible de petits comptes, notamment des restaurateurs qui payaient mal. Et du coup, je ne pouvais pas du tout me rendre compte qu'en fait, le gros problème de ça, c'est qu'en fait, il allait avoir des impayés, tu vois. Mais par contre, la boîte, elle était passée genre de... Du coup, les stats étaient tellement folles, j'ai jamais revu ça. Le mec était passé, je crois, de 20K de MRR à 300K en 8 mois. Putain. Du coup, quand j'ai vu ça, le mec il vendait du café. Folie quoi. Non, c'était une solution pour les. C'était une solution pour les commerçants. Ah ok. Solution tech SaaS quoi. Un peu ouais. Ok. Et après du coup, il y a eu cette problématique là en fait de plein de restaurateurs. Il y a eu le Covid qui est passé par là, qui payait pas les factures. Donc tu avais du chiffre d'affaires, mais ça se convertissait pas en cash. Et il a beaucoup misé sur une levée de fonds à un moment donné, ça s'est pas fait. Et j'avoue que j'étais dégoûté parce que ce mec-là, je pense qu'il aurait pu faire une énorme boîte. Et là, il l'a planté. Et il l'a planté du coup cette boîte-là. Et du coup là, j'étais vraiment deck parce que j'ai vraiment la valeur de l'argent. 200K, je sais la difficulté de les gagner. Et est-ce que c'est beaucoup 200K à titre individuel. Est-ce que si lui il recrée une boîte, tu réinvestis chez lui ou pas? Je pense que ouais. Je pense que ouais du coup. Okay, et là du coup c'est peut-être un côté sadomaso, je sais pas. Mais et ces gens-là, ils ont tellement appris, je trouve. Ouais. Et du coup après, donc du coup là, je me suis recalmé. Et du coup, voilà, j'essaie de mettre des tickets. Tu vois, si je m'excite vraiment, ça va être 50-100K. Ouais. Et sinon, plutôt entre 20 et 50K, tu vois, mais je me suis calmé, quoi. Ouais, il faut un peu. Par contre, j'ai un autre exemple où j'ai mis 200K.
Et la boîte a été rachetée par un gros groupe, genre 12 ou 18 mois après. Et j'ai fait x3 en equity en remontant dans la boîte. C'est bien ça. Donc ça, c'est bien. T'as été payé en titre de j'ai été payé en titre de la nouvelle boîte. Ouais, ok. Et la nouvelle boîte, c'est un gros truc. Donc, Et cette boîte-là. Potentiellement une prochaine licorne. Ah ouais, ok. Elle peut faire ça, IPO pas peut-être mal. un jour et tu peux avoir de la liquidité. Et du coup, en fait, je me vois bien faire un x3 sur ce truc-là. Ok. Donc, tu vois, je serais peut-être fait x9. Donc, Joli. ça paye pas. Tu vois, on a un gars dans notre communauté, tu vois, nous on en a plein, tu vois, des exemples. Un gars dans notre communauté, il a vendu sa boîte à DocuSign avant l'IPO. Il a été payé que en titre. IPO, pam, belle IPO, hop, il a tout liquidé. Ah, donc là, c'est génial. Hein. Magnifique, hein. Ouais. Du coup, donc il y a plein de bonnes histoires de gens où ça se convertit en titre papier. Ouais. Mais t'as aussi des mauvaises histoires où t'es bloqué en titre papier, la boîte ça, est faite et tu touches jamais rien. Ça, c'est horrible, ça. Ouais, ça, j'en connais aussi. Hein. Je vais pas citer les boîtes pour le coup, mais. Toi, t'as dû voir tellement de trucs. Ah ouais, j'en ai vu des gars se faire entuber. Ouais, tu sais, le mec qui lui vend le rêve et tout. On est en train de lever une série B de 50 millions, nanani, nanana. On te paye en titre, tiens. 2 mois après, il licencie le gars. Putain, le gars, il n'a plus rien. Non, ça c'est chaud. Horrible. Et est-ce que tu as vu, qu'est-ce que tu as vu dans les dossiers? Est-ce que tu as connu des frustrations? Moi, par exemple, au début, quand j'étais dans les boards avec que des financiers, j'étais frustré parfois parce que les discours étaient purs financiers. Ouais. Et moi, c'est vrai que j'ai un discours un peu de mindset d'entrepreneur aussi parfois. Du coup, je poussais un mode un peu guerrier, etc., qui pouvait être un peu mal vu dans les boards. Ouais. C'est des frustrations que j'ai pu connaître moi. Est-ce que toi, tu en as déjà connu? C'est-à-dire qu'en gros, tu n'étais pas aligné avec le board, ou tu sentais que les entrepreneurs, tu leur avais fait confiance au début à fond, puis tu sentais qu'ils se démotivaient assez vite après? Ouais, grave. Tu vois tout, en vrai, tu vois tout, quoi. C'est fou. Tu vois, j'ai vu des. Moi, ce qui m'a frustré pas mal au début, maintenant je m'en fous, tu vois, mais c'était les gars où je les aidais, je leur trouvais 10 BA. Sans moi, ils auraient jamais levé. Et les gars, bon, voilà, ils sont contents. Et je leur demande, est-ce que je peux investir un petit ticket, tu vois, aux côtés des BA? Le gars me dit non, parce qu'il y a un tel, machin, ton capital et tout, ça va pas et tout. Putain, mec, je viens de te filer 10 BA qui ont mis chacun 50K, t'aurais jamais fait ta levée sans moi et tout. Et tu me laisses pas investir un petit ticket, tu vois. Alors, c'est très rare. Hein. Ça, c'est chaud par contre. Et franchement, mais ça m'est arrivé, tu vois. Non, vraiment? Ces gars-là, moi, je trouve que c'est un manque de reconnaissance terrible. Mais carrément, enfin, tu vois. Et aussi, vraiment, humainement, il y a des gens capables de faire ça. Ah ouais. Après... Mais c'est quoi? C'est en mode, non, le business, c'est le business, ça y est, tu m'as aidé au début, maintenant j'ai des. C'est parce que moi je conçois pas la vie comme ça. Ouais, c'est ça, c'est des gars comme ça, tu vois. Putain, ça c'est vraiment des mercenaires quoi. Ouais, pour moi. Des mercenaires du business quoi. C'est chelou parce que tu vois, ces gars-là, tu vois, je les ai pas oubliés. Et en fait, si tu veux, si demain ils reviennent me voir, tu vois, ça va être bizarre quoi. En fait, tu sais, tu sais bien, ta réputation, tu l'as construite sur 50 ans. Enfin... Moi j'ai toujours la réputation, c'est clé, surtout dans les fonds et dans tout, même dans l'entrepreneuriat. Et tu peux la perdre, si tu fais 2-3 conneries comme ça, tu la perds, tu vois. Donc, je sais pas, c'est chelou. Non, c'est pas Après, fou. ce qui est frustrant aussi, c'est quand on. Ça, c'est très frustrant. Quand on envoie plein de BA hyper chauds sur un dossier, genre 50, ça m'est arrivé d'envoyer 50 BA sur un dossier. Genre, les BA m'ont dit je suis chaud, je veux rencontrer le gars et tout. Ils rencontrent le gars n'arrive pas à les convertir. Il les convainc pas, machin et tout. T'es là, putain, mais mec, j'ai fait le job, je t'ai envoyé 50 BA. Le gars, ouais, mou, il est trop mou, machin. Ah ouais, tout, tu vois. Ah ouais, mais ça, tu peux pas. Ah non, mais c'est hyper frustrant. Ça, c'est rien faire, mais c'est hyper frustrant. Et à côté de ça. Ça t'est arrivé, ça. Ah ouais, et la semaine d'après, t'as une nana CEO super forte. Tu lui envoies 5 BA, les 5, elle te les convertit. Et au double du ticket moyen de d'habitude, tu vois. Est-ce que ça, c'est pas des KPIs énormes? Ça n'a pas une énorme valeur de savoir déjà à ce moment-là qui sont les entrepreneurs qui convertissent le mieux? Ouais. En vrai, par exemple, tu pourrais faire une espèce de forfait pour un mec comme moi. Ouais. En gros, quand t'envoies à quelqu'un qui arrête pas de convertir, ça déclenche tous tes signaux. Tu sais, genre un abonnement genre à 2000 balles par an. C'est pas et con. genre, moi, je te le prendrais parce que je me dirais, en fait, c'est un signal huge parce qu'on dit toujours que le commerce, c'est ce qui est le plus important. Ouais. En fait, tu as un signal énorme. C'est-à-dire à quelqu'un à qui t'envoie 10 BA et qui convertit 10. Ouais. En fait, tu es sur quelqu'un qui a un potentiel. On est d'accord. Business assez fort. Potentiel tu vois. Versus, t'en envoies fou. 10 et en fait, la personne, il y a 8 noms. Et genre, toi, t'es dans les derniers, t'aimerais bien avoir peut-être l'info que les 8 à côté, ils ont dit non aussi. T'as raison. Potentiel business de fou et potentiel de relever derrière après avec des VC, tu vois. En plus, potentiel de remotiver des gens pour faire une série A. Ouais. C'est à toi de jouer, on est d'accord. Hein. C'est à toi de jouer. Ah, c'est à moi de jouer. Le dernier coup, je le montre, c'est celui-là. J'étais là. Ah oui, ok. Ah, c'était à toi. Faut suivre. Mais attends, qu'est-ce que je te disais? Ah merde, je me suis perdu. Ouais, non, c'est la bonne data, je trouve, sur le. C'est de la bonne data, ça. Vrai. Je note la petite offre premium là. La petite offre premium à 2000 €. En vrai, ça a énormément de valeur. Hein. Ouais, carrément. Parce que c'est marrant, je pense à un dossier en tête comme ça. Il y a un mec, franchement, en plus, c'est un de mes plus gros tickets aussi. Ouais. Mais le mec, il a du bagou. Il est doué, quoi. Il est doué là-dedans, quoi. C'est un vrai sales. Ouais.
Et puis, il exécute bien. Donc, il a à la fois du dynamisme et à la fois un bon sales. Ouais. Et c'est une industrie dans laquelle tout le monde n'a pas levé. Il n'y a eu que de la casse et tout. Et il a réussi à faire une levée de fonds tirée du chapeau avec un super fonds. Et je pense que c'est très lié à ça. Parce que tout le monde connaissait l'industrie. Donc ça, c'est une petite reco aussi pour les gens qui investissent. Quand tu as un mec qui a du bagou, tu peux t'en tirer même en série A et rebooster le business. En fait, ils s'en sortent. Je suis d'accord. Et même, il arrivera à vendre la boîte. À la fin, il arrivera à vendre la boîte. Il arrivera à aller voir un mec pour la vendre, en fait. Ouais, bien sûr. Il arrivera à networker. Donc le relationnel, je pense, le bagou et tout, c'est... Je suis d'accord. C'est un bon point. Là, je sens que tu galères à trouver un petit coup, là. Ouais, grave. Là, je te challenge. Pas mal, bon coup. En fait, tu repousses mon fou, là. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué aux échecs. En fait, je pense que il s'est passé beaucoup d'années sans que je joue aux échecs. Okay. Mais la dernière fois que j'ai joué, c'était il y a pas très longtemps avec ma fille, qui aime bien, qui s'y met un peu. Moi, si j'ai des enfants, je voudrais grave les mettre aux échecs. Ah bah ouais. Je pense que c'est un énorme skill pour le business. Ouais. Les échecs, c'est... on dit toujours avoir un coup d'avance. Ouais. Aux échecs, tu dois prévoir des coups à l'avance. Ouais. C'est de la stratégie. À fond. C'est bien, tu vois, cérébralement. Moi j'ai toujours aimé. Alors, j'ai eu de la chance. Mes parents m'ont mis dans un club jeune et on m'a mis aux échecs jeunes. Et c'est une passion qui m'a... Tu vois, parfois, on te met jeune dans quelque chose et tu perds après. Moi, j'avoue que... Ouais, t'es resté dedans. Ouais, j'aime bien le truc. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? T'as déjà fait le test des talents de Gallup? Non, c'est quoi? Je te l'enverrai. Et en fait, il y a un talent. En fait, on a tous 34 talents, mais on les a plus ou moins dans un ordre différent. Okay. Et il y en a un, c'est le stratégique. Et je pense que tu dois l'avoir dans les premiers. Ah, énorme, je savais pas ça. Ouais, le talent du stratégique. Et c'est pour ça que... Pardon, vas-y. En fait, c'est hyper intéressant avec ce test. C'est tu vois là où tes zones de force, tes zones de talent et tes zones de génie. Et genre, tes premiers talents de ta liste, tes derniers talents de ta liste, t'as beau les travailler, tu seras jamais bon. Ah, énorme. Tes premiers talents de ta liste, t'es naturellement bon. C'est genre des tests de personnalité. Ouais. Et en plus d'être naturellement bon, je sais pas si on pourrait faire un parallèle avec la zone de génie, mais vu que tu fais quelque chose qui te plaît, qui te passionne, tu gagnes en énergie pendant que tu le fais. C'est exactement ça. C'est ce qui fait la différence, on dit souvent, entre les grands champions ou pas. Ouais. Le grand champion, en plus de bosser comme les autres, de tout faire, il gagne de l'énergie pendant qu'il fait la chose. Ouais. Donc du coup, il peut rester sur le terrain. Genre, par exemple, un Tiger Woods, il pouvait rester sur le terrain en illimité parce qu'en fait, il gagne, ça renforce sa jauge. Alors que normalement, tu perds de l'énergie. Tu vois. Comme dans le jeu vidéo. Ouais, c'est ça. Ouais. Et super intéressant. Et là, c'est très drôle parce qu'en fait, on fait la pire partie. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus tu laisses de pièces sur l'échiquier, plus le nombre de combinaisons se multiplie. Donc en gros, une partie facile, c'est où il y a beaucoup de sacrifices dans tous les sens, égal. Et donc du coup, ça baisse le niveau statistique. Et là, on s'est même pas bouffé un pion. Donc en gros, on augmente le nombre de chances de probabilité partout. Ah, putain. Donc c'est la pire situation de partie. Mais par contre, je pense que mon watch time sur YouTube, c'est ça qui est cool. Les gens vont voir la fin de la partie. Tu vois. J'avoue. Donc, je pense que ça peut être pas mal. C'est bien vu ça en fait. Tu vois, le talent du stratégique. Et donc ouais, c'est ça. Je pense que je dois l'avoir. Et donc un autre truc aussi, c'est que les échecs, c'est de la stratégie. Donc pour faire un podcast business, je me suis dit que c'était un bon truc. 100% d'accord. Donc ouais. Mais sache que moi, je suis pas très stratégique. Tu vois, le talent du stratégique, je l'ai dans le milieu de la liste. Ah, c'est non, tu as déjà fait le test, toi? Ouais. Moi, j'adore ce test. Moi, mes talents, c'est l'idéation. Donc avoir plein d'idées tout le temps. Okay. Et l'activation, c'est savoir tester une idée très rapidement, sans dépenser des moyens, très vite. Tu sais, Ah bah la newsletter, c'est ce que tu as fait, c'est drôle ça. Exactement. Attends, mais c'est drôle. C'est quoi mes celui-là? deux premiers talents. C'est activation. Ouais. Toi, t'as le talent de l'activation. L'activation, c'est que tu mets en pratique. Ouais. Putain, je l'ai à 100% celui-là. C'est vrai? Ah ouais. C'est-à-dire que quand je pense à une idée, même les gens... Le soir même, c'est fait. C'est instantanément fait. Bah tu l'as, c'est sûr. Et je passe pas par la case... c'est intuitif. C'est sûr, tu l'as. T'as stratégique, activation, tu verras. Je t'enverrai le test, tu verras, tu l'auras. C'est drôle. Mais activation, ouais, c'est... je passe vite de l'idée à l'action. Voilà, et je trouve que ça, c'est un bon skill, celui-là. C'est un très bon skill. Moi, je l'ai passé de 0 à 1. Par contre, tu vois, moi, ce que j'ai pas du tout, c'est tous les skills de process, scaling et tout. Parce que toi, t'as scalé ta boîte, vous êtes 250 et tout. Moi, t'es bon 0 à 1. Ouais, moi je suis pas bon pour aller à 100 et tout. Et enfin, heureusement. T'es passé t'es en tout cas de lever 20 millions, donc t'es quand même sur plus de 0 à 1, là, de 0 à 20. Oui, 0 à voilà. Mais tu vois, pour faire un truc vraiment très gros, il faut des skills différents. Et ceux-là, je les ai pas. C'est lesquels tu penses? Les process, l'organisation? Ouais, et ça, et le fait, il y a un truc collectif d'embarquer tout le monde, tu sais. Et ça, moi. Je sais faire au début, mais je sais pas faire sur la durée, genre aller embarquer tout le monde, motiver tout le monde tous les jours, machin et tout. Après, tu peux recruter des gens qui peuvent t'aider à ça. Et ça, c'est ce qu'on a fait. Et alors, du coup, là, vous êtes 15 personnes? Ouais, c'est ça, exactement. 3 associés. Donc, il y a moi, il y a Thibaut et il y a Fred. Donc, Fred, c'est Monsieur Dette, t'as compris. Fred, mec exceptionnel, il faut absolument que tu l'invites. Pourquoi? Parce que ce gars-là n'a jamais fait d'études, 0.
Ok. Il s'est arrêté au bac. Il a fait du marteau-piqueur. Et qu'est-ce qu'il a fait avant de rejoindre Super Capital? Il était où? Il était DAF d'une boîte de 1000 personnes. C'est énorme ça. J'ai vu des DAF d'une boîte de 1000 personnes sans études? Non. Moi non plus. C'est génial. C'est mon associé aujourd'hui, il défonce tout, il est super fort. C'est votre financier, quoi. Ouais, exactement. Il peut lever la dette, il fait la compta aussi peut-être du fonds. Ouais, en l'occurrence pas trop, mais oui, il pourrait. De toute façon, il peut tout faire. Il est très fort. Il peut tout faire, quoi. Très fort. Et Thibaut, extrêmement fort, brut de travail, process, etc. Pareil. Et donc voilà. Donc, 3 associés. 3 associés. Donc alors, il y a le financier, c'est qui l'autre? Thibaut, c'est il avait fait une expérience en VC classique, VC traditionnel. Okay. Donc lui, il vient plus déjà de l'industrie. Ouais, sauf que après, il a jamais été salarié, il a fait que des, tu vois, il était entrepreneur dans des SaaS, etc. Tu vois. Okay. Donc il a ce côté entrepreneur aussi. On est quand même très très entrepreneur, hein, tous les 3. C'est plus entrepreneur, ouais. Ouais. Et les 12 autres personnes, du coup? Ouais, bah tout ça. Donc on a entre guillemets un management intermédiaire. C'est à moi de jouer ou pas? Ouais, c'est à toi, je crois. T'es sûr ou pas? Bah oui, parce moi, que t'as joué ça, c'est ça? Ouais, ok, c'est sûr. Non, je vais pas faire de conneries. Après, on a un management intermédiaire. Ça fait un peu pompeux de le dire, mais on a 2-3 personnes qui sont vraiment hyper forts, tu vois, pour encadrer les jeunes, etc. Et la production. Et ensuite, en dessous, on a tous les analystes, les gens qui produisent. Tu vois, on disait tout à l'heure le business plan, la note de crédit, les analyses des boîtes, tous ces gens-là, d'ailleurs, qui rêvent aujourd'hui. Il y a plein de gens en école de commerce qui rêvent de faire ces jobs-là. Ils adorent ça. C'est le job rêvé, ça. On peut appeler ça analyste ou pas? Ouais. En tout cas, voir des dossiers, exactement. Screening et tout. Rencontrer des entrepreneurs. Ouais. On met une annonce sur Job Teaser, on a 100 candidatures. Pourquoi c'est aussi sexy, cette industrie? Puis même, je trouve que c'est une industrie que je trouve sexy. C'est-à-dire que moi, je viens pas de cette industrie-là. Ouais. Et je trouve que l'écosystème, tout le monde veut travailler. Les jeunes, tu vois, qu'on fait les écoles, veulent être en fond. Je te dis un truc. C'est stylé de travailler en fond, tu vois. En 2009, j'ai fait l'ESCP en alternance. Tu sais, j'ai repris mes études sur le tard et tout ça. Il y avait personne qui savait ce que c'était que le VC. J'étais le seul à faire de l'alternance en VC chez Chausson, à l'époque. Et les gars, ils me disaient, mais pourquoi tu vas pas chez Total, que tu fais comme tout le monde, le Vuitton et tout ça? Et moi, je disais, les gars, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. Et aujourd'hui, ils viennent me voir, ils me disent, putain, en fait, t'avais raison. C'est marrant, ouais, t'avais vu le truc, quoi. Ouais, c'est drôle. Ah, mais c'est normal, c'est parce que j'avais vu là, dans la Silicon Valley et tout, machin, ce que je t'ai raconté, tu vois. Ah oui, parce que du coup, ton expérience, notamment aux États-Unis, ça t'a aidé. Le journalisme, finalement, ça te fait plonger au cœur d'un secteur. Et exactement. donc, du coup, ça t'anime forcément. Ok, donc 15 personnes, putain, c'est une organisation déjà. Enfin, c'est déjà une bonne boîte. Tu te rappelles, vous, quand vous étiez 15, c'était quand? Ah, je m'en rappelle bien, ouais. C'est vraiment, tout est des échelons. Ouais. Parce que, surtout au début. Par exemple, je te dis une connerie, mais entre 100 et 200, par exemple, je trouve que tu sens pas forcément le truc. Mais au début, genre de 3 à 5, c'est un truc, tu vois. Et de 5 à 10 aussi, tu vois. Après 15, déjà, je pense que le prochain palier, il est à 30, tu vois. Mais il est pas non plus si loin. Okay. Tu vois, je trouve que les paliers sont rapprochés parce que forcément, c'est des changements de. Ouais, mais là, on est un peu dans le dur, entre guillemets, parce que quand même, faut tout structurer, faut bien organiser, etc. Tu vois. Et c'est pas. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ma nature première. Alors, on a pris des consultants pour nous aider et tout, hein, c'est très cool. Mais je trouve que là, ce palier-là, il est dur à faire et j'ai hâte d'être au prochain, tu vois. Vraiment. Et donc 15 personnes. Donc là, vous faites 1,5 million de CA. Ouais, c'est ça, ouais. 1,5 million de CA et un potentiel caride, par contre. Et c'est ça qui est marrant, en fait. C'est-à-dire que. Qui peut tout changer. En fait, le caride, en fait, du coup, là, il va être à. On a estimé à 8 millions tout à l'heure, je crois. Ouais, et pour l'instant, on a Putain, mais t'imagines? Parce que le caride, en plus, c'est que du bénéf. Ah bah ouais. Enfin, c'est l'intérêt. Après, t'as les gens qui travaillent, mais ce que je veux dire. C'est que de la marge, ouais. Alors, question au niveau du caride. Parce que t'as lancé 4 fonds. Ouais. Les carides se déclenchent pas au même moment. Faut attendre que le fonds 1 se finisse. Ouais, tout à fait. Tu fais comment si le fonds se termine pas Si le fonds se termine pas Tu réfléchis. Est-ce que tu connais pièce touchée, pièce à jouer aux échecs? Par exemple. Oui, ça c'est bon. Ouais, mais par exemple, si je fais. Si je fais ça. Et qu'après je veux jouer ça, j'ai pas le droit. C'est mort. J'aurais dû le dire au début. Je savais pas. C'est la règle, mais c'est un peu dur. Ok. Donc, en plus, c'est très chelou comment je joue là, parce que en plus, je suis hyper perturbé par la discussion, parce que c'est pas du tout. Enfin, j'ai pas de style de jeu aux échecs, mais c'est pas du tout mon style, parce que. Mais non, c'est pris aucune pièce. J'ai jamais vu ça. C'est ça. Je suis plus en mode, tu sais, normalement. Je ne comprends pas ce qui se passe. C'est chelou. J'espère que ça va bouger un peu là, parce que si on se prend aucune pièce, ça va foutre le bordel cette histoire. Non, mais je suis sûr que tu connais une technique pour en 3 coups me. Non. Les échecs, c'est pas aussi simple quand même. Faut. Mais ouais, donc excuse-moi, je te laisse finir. Ouais, donc qu'est-ce qu'on disait? 15. Ouais, donc le caride, en fait, il est. Oui, c'est vrai. Donc il y a les fonds.
le premier fonds, vous aviez levé 3 millions. Ouais. Il se termine quand ? Bah, il se termine. C'est une bonne question. En vrai, nous, ce qu'on dit à nos LPs, à nos actionnaires, c'est qu'on leur dit on vous distribue les plus-values tous les ans à partir de l'année 5. Ok. Donc, à partir de l'année 5, dès qu'on a une exit, on distribue la plus-value. Ok ? Chaque année. Tac, tac, tac. Et jusqu'à ce que, en fait, on a mis une date. Si tu liquides pas tout, ouais. C'est ça qui est chiant. S'il en reste une, par exemple. Ouais, je suis d'accord. Alors, on a prévu ça. On a dit au bout de 12 ans, si. Non, on a dit au bout de 9 ans, s'il en reste une, nous, les fondateurs, on rachète au nominal cette boîte-là parce que ce sera pas une boîte terrible, tu vois. Et évidemment, il y a un droit de suite pour tous les actionnaires. Donc, s'il y a une exit, après, on redistribue aux actionnaires. J'ai pas compris ce dernier point. C'est-à-dire que. En c'est fait, quoi, se racheter au nominal ? Pour éviter, en fait, que notre véhicule. On paye, parce qu'un véhicule, quand même, c'est cher, parce qu'il y a la compta, il y a le légal et tout. Oui. Donc, chaque année, on n'a pas envie de payer 5 ou 10 000 euros ad vitam aeternam, tu vois, dans Bien chaque sûr, véhicule. bien Donc, au bout de 9 ans, on le ferme, quoi qu'il. Okay. Et les boîtes qui restent long, dedans, 9 ans, putain. s'il y a des boîtes qui restent dedans, nous, en fondateur, on les rachète au nominal. Donc, c'est quoi au nominal ? C'est genre. Pas cher. C'est genre 100 euros Pour rien, enfin, pour que dalle. Okay. Mais par contre, évidemment, on s'engage après à redistribuer les plus-values s'il y a une exit. Mais quand tu dis que dalle, c'est genre des 100 euros. Enfin, c'est que dalle, quoi. C'est limite un euro symbolique. Exactement. Mais de toute façon, les belles boîtes. Parce que si tu rachètes une boîte à 1 euro symbolique et qu'après elle fait une plus-value de ouf, tu vois ce que je veux dire, c'est impossible vu qu'elle serait potentiellement en train de mourir. Ce serait l'exception qui confirme la règle. Ouais. Après. Ok. Mais donc, du coup, ça permet du coup de dire toutes les boîtes sont liquidées et on fait les comptes. Ouais, exactement. Mais tu vois, et donc nous, ce qui est bien, c'est que chaque année, à partir de l'année 5, on distribue, tu vois. Donc à partir de l'an prochain, on distribue. Donc en gros, notre première distribution de dividendes, c'est dans 18 mois. Voilà. Ok. Ça, c'est cool. T'as joué ou pas ? Ouais, j'ai joué Madame là. Ouais. Ah ouais, putain. Je menace son cavalier. C'est chaud de. C'est chaud de suivre. Hein. Ouais, c'est chaud. C'est chaud. C'est bien, ça rend l'exercice plus difficile. J'espère que ça plaira aux gens qui nous écoutent, en tout cas. Ouais, ils vont voir comment on joue. Ils vont voir comment on joue, ouais. Ok. Et attends, et toi, raconte-moi Enfin non, peut-être que tu veux pas parler du nouveau fonds et tout, mais comment ça va se passer ? Alors c'est un fonds, en fait, parce que moi je reçois un petit peu de deal flow aussi, etc. Ouais. Mais tu vois, par exemple, des gens dans l'écosystème comme toi, les autres fonds, etc., j'en connais plein, mais j'ai pas le temps de venir vous voir, de prendre le temps, de rencontrer les entrepreneurs, de passer tout ce temps-là. Donc je vais recruter une personne à temps plein qui va... Tu l'as trouvé ce gars-là ? Je pense avoir quelqu'un là en tête, bien en tête, ouais. Okay. Tu l'as Au trouvé moment où on enregistre. J'ai fait un post LinkedIn en mode je cherche quelqu'un en mode pour professionnaliser mes investissements. Ce qui est cool, c'est que je vais créer une brand. Donc moi qui ai une sensibilité au marketing, l'idée c'est de faire exister quelque chose. Donc voilà, mais parce que je peux pas continuer d'investir comme ça sans regarder bien. Enfin, en fait, je me suis rendu compte que c'était un vrai métier. Ouais. Ça c'est un truc qu'il faut bien retenir, c'est un vrai métier. En fait, je dirais même au-delà d'analyser chaque boîte, bon ça ok, c'est simple. Enfin c'est simple, il faut prendre du temps, bon ok. En fait, ce qui est compliqué, c'est d'élaborer une thèse d'investissement et de s'y tenir. Je pense que ça, c'est important, d'avoir une thèse d'investissement, de s'y tenir et de dire, OK, voilà ma thèse, voilà ma stratégie. Tu vois, et par exemple, ta stratégie, ça peut être investir X en premier ticket, investir Y en deuxième ticket, toujours doubler le ticket sur les 10% de... Tu vois, avoir une règle, quoi. Voilà, avoir des règles. Et même, tu vois, construire un deal flow. Moi, je suis parti du principe que pour bien investir, il faut déjà avoir sa place dans les bons dossiers. Ouais. Et ça peut pas se construire pour moi si t'es pas professionnel, tu fais pas que ça. C'est impossible d'être bien positionné souvent si t'es pas non plus identifié. Ouais, sinon tu vois, un Kima Ventures par exemple, ils sont ultra identifiés. Ils sont incontournables. Ces professionnels sont incontournables, ils reçoivent systématiquement les bons dossiers. En fait, moi, je veux en tout cas arriver à un stade où les bons dossiers passent sur ma table. Après, je suis mauvais, je passe à côté. C'est mon problème, c'est ma responsabilité. Mais je veux au moins que ça arrive sur ma table. Je veux que le dossier soit passé là au moins, tu vois. Aujourd'hui, je reçois de pas mal de gens, mais tu vois, j'ai pas le temps de te rappeler pour creuser un dossier. Tu vois, je pourrais te passer un petit coup de fil quand je reçois le truc. Tu penses quoi du dossier? Ouais, t'as des mecs. Il y en a qui font exactement ça. Ils m'appellent tout de suite, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses, machin, qu'est-ce que t'en penses? Après, il y a un autre. Tu fais un x3 ou un x10? Je te donne un autre exemple. Avoir des experts sectoriels, t'en as parlé à un moment donné, que je puisse appeler. Mais donc, entre rencontrer les entrepreneurs, ça va te prendre du temps. Plusieurs fois, les suivre, prendre la température, aller faire un expert. Mais en fait, relire le légal. Mais c'est un temps de fou. Je sais même pas comment j'ai investi dans plus de 50 boîtes tout seul. T'imagines, j'ai fait tout seul. J'ai même pas d'avocat et tout. C'est énorme. Rien que signer les AG et tout. Ouais, il y a plein de documents. Bon, heureusement, il y a les DocuSign et tout maintenant. Ouais, mais bon, il faut lire un minimum ce que tu reçois, quoi. Mais c'est un peu le bordel, je te cache pas. Donc, j'ai hâte de lancer ce projet-là, puis on pourra en reparler. Ouais, grave. Voilà.
Ça y est, le cavalier doit repartir là. Ouais. Alors, attends, si mais non, on s'est pas pris. C'est pas possible. On s'est pas pris une pièce encore. Pas possible. On va commencer à accélérer au bout d'un moment. Quand même. Bah ouais, ce serait bien, ouais. Allez, tac. Donc on en est où? Ouais, donc bon, déjà, s'il y a des entrepreneurs qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent te contacter bien sûr. Pour t'envoyer des dossiers? Ouais, bien sûr. Moi, je dis toujours aux gens que je rencontre, vous créez au moins une belle opportunité. Et en fait, mon objectif avec le podcast, c'est qu'un jour, quelqu'un écoute un entrepreneur qui l'inspire, a une idée grâce à un épisode et qui développe une licorne. Trop bien. Je me suis fixé ça comme objectif. S'il y a une licorne et le mec dit j'ai écouté un épisode de Little Big Things, j'ai lancé cette boîte-là et ensuite j'ai levé des fonds, bah, j'aurais réussi, tu vois. Ah, grave, trop bien. J'aurais réussi. Donc, voilà. Hâte de voir ça. voilà. Et puis, donc, tu vois, ça peut aussi des. Tu vois, moi, en fait, sur le business, je suis grave open. Enfin, tu vois, quand quelqu'un me demande de l'aide, j'essaie toujours d'aider au maximum. Je connais la galère. Donc, tu vois, je redirige par exemple vers des gens comme toi, mais plein d'autres gens. Tu vois, Cross the Edges, je l'ai envoyé à plein de gens. Et c'est ça, les entrepreneurs, on doit s'entraider tellement c'est chaud, quoi. Ah, mais grave, moi j'ai toujours dit la grande famille de l'entrepreneuriat. Alors après, il y en a qui n'ont pas cette conception du tout. Mais bon, tant pis. Hein. Mais moi j'ai toujours eu. Ouais, vous avez une bonne mentalité, je trouve, chez Super Capital. Alors tiens, question. Heureusement, il me vient des questions. Je sais pas combien de temps ça fait, je regarderai. Vous avez pas lancé un fonds sur l'immobilier aussi? Ouais, si, un petit fonds. Tu peux nous raconter ça un petit peu? Un petit véhicule diversifié. En fait, allez, je prends une pièce parce que là, il faut y aller. Allez, hein. On y va. Quand il faut y aller, il faut y aller. Allez. Allez, j'y vais. Bah, en vrai, l'histoire, c'est que l'un de nos plus gros souscripteurs du véhicule numéro 1, du véhicule startup numéro 1, en fait, on est devenu pote avec lui. C'est un super gars que j'adore. Et il se trouve qu'il fait de l'IMO dans la vie, quoi. Et on s'est dit, bah attends, nous, on apporte la marque Super Capital et les investisseurs Super Capital. Et en fait, on te suit dans tes activités de marchand de biens. Et en fait, bah, on a fait ça. Et ça s'est super bien passé. On a fait ça aussi avec un autre gars que j'aime beaucoup sur le LBO. En fait, sur le LBO aussi. Ouais. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'aujourd'hui, on est une communauté, on a une marque. Il y a des gars c'est ultra tentaculaire en fait. C'est connecté à tout le monde là en fait déjà. Ouais. Il y a des gars qui ont des super expertises en IMO que je serais jamais aussi bon que ce gars-là. Je serais jamais aussi bon que ce gars-là en LBO et en Inde et en machin. On prend des gars, on dit ok, voilà le deal. Tu aurais pu faire le LBO d'Eskimos. Si on grave. T'as fait un LBO sur Eskimos? J'en ai fait 2. Ah ouais, j'en ai fait joli, 2. Ouais. Joli. On en reparlera. Avec des fonds? Alors j'avais fait un premier LBO avec Momentum Invest. Qui était un fonds qui avait levé 150 millions à peu près. Qui était un fonds small cap, on va dire. Et là, j'ai fait un deuxième LBO avec un fonds plus connu qui s'appelle Ciparex. Ouais. Et ils ont un fonds de VC que tu connais bien qui s'appelle Xange. Ouais, bien sûr. Qui travaille avec eux. Qui est très performant d'ailleurs. Parce qu'ils sont ont doués. Plus que x6 sur le sympa, premier ils sont doués. Je les recommande à tout le monde. Ouais, ils sont très bons. Ok, et donc alors sur le fonds immobilier par exemple, comment ça fonctionne? Ouais, bah en fait ça fonctionne un peu pareil qu'avec les startups, c'est-à-dire que tu vois on a appelé donc les fonds auprès d'une trentaine d'investisseurs et le deal c'est que Olivier, donc qui lead ce véhicule, eh bien il investit lui son argent personnel dans des deals et on a le droit de le suivre. On a le droit de le suivre et donc ça veut dire que on va investir 500 000 à ses côtés dans un deal et du coup après on va partager le carry entre lui et nous. Ok. Et voilà, et donc ça fait moi ce que j'ai en fait, moi pourquoi je fais du business, c'est pour apprendre des choses, découvrir des trucs, apprendre des choses. Et en fait voilà, l'IMO j'y connaissais rien, je vois ce que c'est avec Olivier maintenant, c'est hyper passionnant. Le LBO pareil, l'Inde, on investit beaucoup en Inde, tu sais, on a un associé en Inde qui s'appelle Francisque qui est franco-indien. J'apprends, j'étais jamais allé en Inde, j'y suis allé, c'est une dinguerie. J'ai adoré, j'ai vu la Silicon Valley du futur, c'est là-bas. Voilà, moi je kiffe en fait, j'apprends. Tu développes des nouveaux. En fait, aujourd'hui tu as ta communauté, tes assets et tu développes du coup des projets autour de ça. Ouais, exactement. Mais comment tu t'organises en termes d'association? C'est-à-dire que. Je fais des joint ventures, c'est un mot un peu chic pour dire on fait 50-50 sur un business. Donc tu te mets à 50-50 sur un business en gros. Ouais. Et sur le fonds immobilier, par exemple, lui gère le fonds par exemple, et toi par exemple tu ramènes ta communauté, les fonds par exemple, pour lever des fonds. Ouais. Parce qu'en fait, toi, ton gros levier, c'est que tu connais beaucoup de gens fortunés finalement. Ouais, pas forcément méga fortunés, mais des gens qui ont de l'argent et qui sont justement pas milliardaires et qui n'ont pas assez d'argent pour avoir leur family office et tout ça, mais qui ont de l'argent et qui souhaitent l'investir un peu intelligemment, comprendre ce dans quoi ils investissent, tu vois. Ouais. C'est ça que j'ai en fait.
Et donc tu développes pas mal de trucs. Donc en fait, là, il y a le fonds IMO. Ouais. Et c'est quoi le fonds LBO? Pareil, t'as fait 50-50? Pareil. Mais là, pour les LBO, c'est des plus gros tickets. Donc comment vous allez faire? Non, il faut lever des plus grosses sommes, non? Oui, là, le ticket qu'on a mis, on a fait une opération pour l'instant, on a mis 500 000, tu vois. Effectivement, c'est un gros ticket pour nous. Mais pour un fonds LBO, c'est petit. Ok. Tu vois. Mais tu vois, en l'occurrence, c'est un mec qui reprend une boîte industrielle. Le mec qui reprend la boîte, il est solide. Le mec qui vend la boîte, il y en a un des deux qui reste. Okay. Tu vois, c'est un deal beaucoup plus défensif qu'un deal startup, quoi. On n'a pas besoin d'arroser le marché avec du LBO, tu vois. Ok, ouais, non, c'est plus. Là, c'est du. Et ça serait des tickets de combien? On met, là, on a mis un ticket de 500. Ok. Dans le premier deal. Et vous co-investissez? Ouais, et à côté, notre communauté a mis 500 à, je sais pas, une trentaine de personnes. C'est les BA qui avaient déjà. Ouais. Donc on a mis 1 million. Ok, donc ça, tu l'avais compté dans les globales, je les fonds tout à l'heure? Compté dans les 20 millions, ouais. Je l'ai compté dans les 20 millions. Par contre, LBO, là, comment ça fonctionne? Parce que c'est pas des carides? Si, pareil. Exactement le même modèle. Exactement le même. Et d'ailleurs, j'ai une petite question par rapport à ça. Est-ce que tu penses pas que les LBO, c'est un modèle qui marche mieux que le VC en termes de performance? Carrément que si. En moyenne, beaucoup mieux. Parce que j'ai l'impression que le LBO, le monde du LBO, tu peux faire genre une moyenne à x3 au bout de 5 ans. Ouais. Et qu'au final, c'est ce que font les VC, mais c'est beaucoup plus sécure les LBO, tu vois. C'est beaucoup plus sécure, mais les boîtes sont déjà rentables et tout. Tu fais rarement des multiples de malades, alors qu'en VC, tu as quand même la possibilité de faire un multiple de malade. Quoique, je connais un gars qui a fait du LBO sur une boîte d'énergie, et il a fait x1000, tu vois. Mais c'est pas le record. Le record, c'est le mec qui a investi que je connais, hein, et qui, à ma connaissance, il n'y a pas mieux en France. Okay. C'est le mec qui a investi dans Back Market au début. Okay. Il a mis un ticket sur une valo de 1 million et il est sorti sur une valo de 3 milliards. Il a fait x 3000. X 3000? Ouais. Non, parce qu'il s'est fait diluer entre-temps dans les tours, donc c'est moins. X 3000 à partir de son premier ticket. Ok, effectivement, tu as raison, il s'est fait diluer, mais il a remis à chaque fois. Donc effectivement, le multiple, il s'est moyenné un peu à la baisse. C'est moyenné à la baisse, du coup. Mais c'est peut-être x 2000, tu penses? C'est en tout cas, c'est entre x 1000 et x 3000. Tu vois, c'est énorme, gigantesque. Ça. Mais il a mis genre combien? Il a mis 3 fois 10 000. 10 000, 10 000, 10 000. Donc 30 000 fois... Ouais. Putain, ça fait des trucs énormes, ça. Ouais. Attends, avec 30 000? Ouais. Il a fait plusieurs dizaines de millions. Attends, mais 30 000 fois 1000, ça fait 60 millions? Ouais. Il a pris 60 millions avec 30 000. Ouais. Oh, putain. Il a 42 ans. C'est énorme. Il a fait un énorme coup, là. Ouais. C'est à moi? Par contre, c'est à toi. J'ai mis mon cavalier là. Ah oui. Mais putain, mais je t'ai dit, c'est un métier de chercheur d'or, ce truc-là. On se cache tous derrière des postes on dit analyste, on cherche plein de noms de postes. Mais à la fin, en fait, on rêve tous d'un truc, c'est de choper ce fois 2000 ou ce fois 3000. Clairement. En fait. Mais clairement. Surtout quand t'as mis un ticket de 500 000, parce que là, c'est plus pareil, quoi. Mais même, en fait, en vrai, même si t'as mis, imagine, t'as mis 5000 ou 10 000. Putain, 10 000, ça te fait 10 millions fois 1000, tu vois. Faut mitrailler, du coup, quand tu vois des trucs un peu techniques, faut mieux y aller sur des trucs très tech. Ouais. Faut mieux mettre son petit ticket. Sauf que maintenant, des valos à 1 million, il n'y en a plus beaucoup, quoi. Il y en a même quasiment plus. Enfin, 1 million, si t'en vois, toi. C'est plutôt entre 2 et 3 millions, non, maintenant? Ouais, carrément, ouais. Minimum. Bon, allez, je fais bouger le jeu un peu. Là, c'est bien, ça bouge un peu, là. Ouais, parce j'ai un pion de plus, par contre, là, attention. Putain. C'est à des gros niveaux, ça joue beaucoup. Tac. Qu'est-ce que je vais jouer? Là, tu vois plusieurs coups en avance, là? Ouais, là, je vois pas mal de coups, là. Putain. Potentiel, ouais. Notamment un terrible, mais... c'est horrible, ce jeu. Attends, mais tu vois, là, je dois me concentrer. Là, je dois commencer à me concentrer, tu vois. Alors, attends. Là, si tu me prends ce pion-là, ça va bien m'emmerder, quand même. Allez. Tac. Ça joue, hein, quand même, hein? Ça joue bien, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Je sais pas, je sais pas te dire. Sens pas là? En vrai, je sais pas. Je pense que, tu sais, parfois tu peux faire des analyses positionnelles. Je pense que je suis plus en position de force là dans la situation. C'est pas très étonnant, hein. Faut pas hésiter à nous dire, les gens qui nous regardent sur YouTube, ce que vous pensez de la position là au moment où on se parle. C'est pas très étonnant. Mais c'est vrai qu'au début c'était pas mal. Après les premiers coups c'est plus l'ouverture, ça crée la stratégie. Mais en tout cas ouais, c'est pas si simple de trouver des gens qui jouent aux échecs. Ah ouais, t'as un taux de retour assez faible sur les... C'est pas si simple. Les gens, ils te disent quoi? Ils te disent j'ai jamais joué aux échecs? Ou ils ont peur de se prendre une branlée? J'ai les deux. Moi, je m'en fous. J'ai les deux, ouais.
Après, moi, je joue quand même un peu, tu vois. Donc, je me dis, avant que quelqu'un ait été en club et trucs. Ouais, mais bon, ça fait quoi, tu vois? Ouais, donc. Ouais, c'est je pense que j'ai les deux. Ok. Mais j'ai des gens. Mais finalement, il y a pas. Je pensais que les échecs, c'était plus répandu que ça. Ah ouais. En fait, c'est pas le jeu le plus. Moi, j'ai grandi à plusieurs endroits. Ok, moi aussi. Je suis pas un pur produit parisien, mais j'ai grandi d'abord en Normandie. Ok. Et ensuite dans les Yvelines. Ok. T'étais où, T'étais où dans les Yvelines? Dans les Yvelines, j'étais dans une petite ville qui s'appelle Rocancourt. Ok. C'est à côté du Chesnay. Ouais. Et il y a un centre commercial qui s'appelle le Parly 2 qui est super connu. Moi, j'étais à Feucherolles à un moment de ma vie, vers Saint-Nom-la-Bretèche, tout ça. Ok. Pendant 2-3 ans, le collège. Toi, tu viens d'où? Moi, je viens de plein d'endroits. Côté de mon père, famille moitié corse, d'où le nom Orsini, et moitié néerlandaise. Et côté de ma mère, sud-ouest, bassin d'Arcachon. Ok. Mais en tout cas, ton parcours, il est fou. Parce que quand je t'ai rencontré, t'étais au début genre de la newsletter, il n'y avait pas de fond. C'était quand? Je crois que c'était genre en 2018, tu vois. Ah ouais, là c'était le tout début. Hein. Et tu commençais avec ta newsletter. Ouais. Je sais pas comment on s'est vu. C'est toi qui a dû me dire, on se voit. Mais moi je rencontre beaucoup les gens, je suis à l'ancienne. Moi je suis à l'ancienne. Les entrepreneurs, je leur dis toujours, à un moment donné, tu vas rencontrer les gens, tu les appelles, il faut du contact marché, quoi. Et tu sais que le Covid, il a tout changé là-dessus et c'est bizarre. Hein. Et ça, c'est bizarre. Mais moi, je suis encore old school un peu là-dessus en mode. Moi, je veux que les gens. Tu vois, par exemple, là, la personne avec qui je veux développer le fonds, c'est important pour moi qu'elle ait rencontré tout l'écosystème en vrai, quoi. Tu vois, qu'elle connaisse physiquement, qu'elle puisse déjeuner avec quelqu'un comme toi au moins tous les 6 mois, entretenir la relation pour créer des choses, tu vois, ensemble. T'as raison, c'est du long terme. Ça, c'est la vieille école un peu, tu vois, c'est du long terme. Ouais, mais c'est du long terme, c'est comme ça que tu gagnes, hein, en vrai. Ou alors, t'as un peu de chance de temps en temps, mais. Bon, je t'ai fait un gros piège. Et les gens vont voir, j'avais fait un gros piège pour accélérer la partie. Vas-y. J'ai préparé alors attends, je veux pas dire de conneries que j'ai bien vu, mais j'ai un clouage. Le clouage, c'est quand tu mets une pièce là devant. Tu vois, donc, là, tu peux pas enlever ta dame. Elle peut pas bouger. Elle peut pas bouger parce qu'elle est devant le roi. Et tu peux pas me la prendre parce qu'il y a le cavalier qui la protège. Donc, du coup, quand j'ai avancé le pion, en fait, avant, il y avait le pion là, donc ça bloquait mon fou. Ok. Et en le mettant là, je menaçais de prendre ton pion là-bas, mais en plus j'avais cette case qui était importante, donc qui commençait à faire chier. Et je pense, mon petit décryptage pour les gens qui nous regardent, que l'erreur, c'est que ça fait longtemps que tu peux rocker. Et que je l'ai pas fait. Et que tu l'as pas fait. Et le rock, quand même, il faut le faire assez tôt dans la partie. T'es d'accord que là, je peux le faire encore? Là, tu peux le faire. Pas mis en échec. Non, mais ta dame est bloquée, donc la dame, c'est la pièce qui vaut le plus, tu la perds. Et c'est la pièce, en gros, quand tu la perds, c'est chaud. Ok. Et en gros, la reco que j'aurais, du coup, pour les gens qui nous écoutent, comme ça, c'est bien, ça fait un petit cours d'échec en même temps, c'est que tu vois, tu remarqueras dans la partie que j'ai rocké quand même assez vite. Ouais. C'est une sécurité. Ok. Et c'est pour ça que souvent, d'ailleurs, tu développes le cavalier et le fou du côté du petit rock. Parce que du côté du grand rock, il y a aussi la dame. Tu dois bouger la dame, le cavalier et le fou pour pouvoir rocker. Là, si tu bouges juste le cavalier et le fou, tu peux rocker assez vite. Donc, je les ai bougés assez vite. Ok. Et voilà, c'est le petit. Et donc là, il était un peu dur à voir parce que la case, elle est protégée par le cavalier. Mais voilà, donc du coup, là, tu es obligé de la prendre, de la sacrifier. Ouais. Parce que si tu la. au moins, tu échanges la pièce. Un fou, ça vaut 3 points. Et la dame, faudrait que je regarde, ça vaut entre 8 et 10 points. Ouais, donc là, je te prends 3. T'es obligé parce que t'es cloué, ce qu'on appelle t'es cloué. Ouais, je comprends. Et là, tu me prends. Donc, c'était fait un petit piège pendant qu'on parlait. C'est plus facile en parlant. Tac. Et là, je prends avec le cavalier. Putain. Et là, je suis bien embarqué pour la partie. Et là, je te conseillerais de rocker. Pourquoi ? Parce que je peux rocker après avoir été en. Ah non, j'ai pas été en échec. T'as pas été en échec. Oui. Et même si t'as été en échec, tant que t'as pas bougé le roi, tu peux rocker. Ah, ok. Et du coup, là, j'ai un peu un coup de saloperie, c'est que je peux mettre mon cavalier là. Et c'est ce qu'on appelle une fourchette. Et du coup, si je le mets là, je peux te prendre la tour là-bas après. En échec, je fais échec et je prends la tour après. Donc là, je te conseillerais de rocker en tout cas pour défendre. Voilà. Allez. Voilà le petit parenthèse cours d'échec. Cours d'échec. À moi de jouer du coup. Ouais. On en était où du coup? Parce que là on va parler d'échecs, les gens ils veulent juste connaître l'histoire. Qu'est-ce qu'ils me racontent avec leur connerie? On disait que c'était un peu on est tous les deux un peu des outsiders. On avait grandi un peu partout. Ouais. Moi j'ai grandi un peu partout, en Italie, en Alsace, tu vois, à Bordeaux. C'est dingue. Ouais, parce que mon père il bossait pour Ikea, donc il était envoyé un peu partout, quoi. Okay. Après, mes parents sont partis au Japon quand j'étais étudiant à Paris. Et ça, c'était génial parce que je suis allé plein de fois au Japon les voir mes parents et ma sœur. Ça, c'était trop cool comme expérience. C'est ce qui m'a d'ailleurs vachement ouvert sur le monde. Ok. C'est un voyage que j'aimerais beaucoup faire. Moi. Ouais, c'est... Alors, j'ai rencontré... je pense 99% des gens que j'ai rencontrés qui sont allés là-bas ont adoré.
Par contre, c'est l'inverse du côté des Japonais qui viennent à Paris. Ils sont un peu déprimés. Je crois qu'ils ont même appelé ça il y a un syndrome, nom japonais, un syndrome, ouais. En fait, ils rêvent de Paris, c'est un idéal. Et quand ils arrivent, ils déchantent, quoi. Déchantent parce que si tu veux, la vie, elle est tellement douce au Japon. Tu sais, tout est carré, tout est organisé, tout est propre. Et ici, bah, tu sais, c'est le bordel, hein, tu connais. Donc, Bah ouais, c'est le bordel ici. Hein. C'est clair. Tu connais l'histoire, quoi. Alors du coup, ok. Donc là, t'es en train de lever donc un fonds. T'as investi dans combien de boîtes du coup au total pour se rendre compte? Quasiment 200 là. T'es à 200 boîtes. Quasiment 200 investis et 400 intermédiaires avec des BA. C'est quoi tes belles pépites? Dans les véhicules là? Ouais. Bah tu vois, on a une boîte qui s'appelle Elax Energy qui optimise les chauffe-eau, tu vois, donc c'est de l'impact environnemental, énergétique. Ça c'est une très belle boîte. On a une boîte qui s'appelle Aria qui est une fintech. Tu vois, donc c'est une boîte qui en fait avance par exemple de l'argent à des freelances sur les plateformes, tu vois, de freelance. C'est génial ça. Ils peuvent être payés en un clic, tu vois, au lieu d'attendre 3 mois. Et ça, tout, c'est pour les freelances. Cool. En plus, c'est le gros pain. Exactement. Attends, je l'ai pas vu passer ce dossier dans ta newsletter. À l'époque, ouais, c'était au début et tout. Non, je suis pas sûr en plus. Non, je pense pas qu'on l'a partagé au BA. On l'a pas partagé au BA. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y avait plus de place. Et on a pu prendre un tout petit ticket et voilà. C'était pas. Mais ça, c'est l'une des plus belles. Même pas Cap, une très belle boîte qui fait du bilan de compétences en visio à distance. Le mec, c'est une machine. C'était le COO de Cézanne. Donc t'imagines le scaling qu'il a fait et tout machin. Ouais. Il s'est lancé là-dedans. Un secteur qui n'a rien à voir. Il défonce tout. Qu'est-ce qu'on a comme belle boîte? On a une boîte que j'adore qui s'appelle Waymo, qui est du transfert d'argent pour la diaspora africaine de l'Europe vers l'Afrique. Et ça je crois que tu l'as vu passer celui-là. Je l'ai pas fait, putain. Ah, je crois que je l'ai pas fait celui-là. Ouais. Ça, t'aurais pu le faire. Ça, t'aurais dû le faire. J'aurais dû le faire. Ça peut être une très belle boîte, je pense. J'ai reçu Charles, du coup, ton confrère de chez Angel Square. Et alors, lui, il en parle tout le temps. Il a reçu le dossier de Sorare en pré-seed. C'est-à-dire le premier tour, c'était un tour de 500K. Et il m'a dit. Et en fait, on en a parlé. Je lui ai dit, putain, au début, j'étais plus en mode, putain, tu l'as loupé, c'est fou et tout. Et après, il m'a dit, ouais, mais là, c'était un truc de cartes, de NFT, de machin et tout. Et en parlant avec lui, j'ai compris qu'en fait, moi-même, j'y serais pas allé non plus. Parce que ça avait l'air vraiment un truc. Tu sais, c'est des cartes en mode Panini, de joueurs de foot. Tu te dis. Enfin, fallait le voir, quoi, tu vois. Ah, mais grave. Mais en même temps, là, pour le coup, Sorare en pré-seed, là, t'es sur un x2000, x3000. Ah ouais. Ça veut dire que tu mets 100 000, tu fais genre un 100-200 millions. On a 100-200 millions. On a plusieurs personnes dans notre communauté qui ont mis dans Sorare en pré-seed ou seed. Là, ils sont sur du x600, tu vois. x600. Ouais. Donc, putain, c'est beau. C'est beau. Hein. Moi, Super Capital n'existait pas à l'époque de Sorare. Donc, je peux pas te dire ça, tu vois. Je peux pas te dire ça, mais... Et est-ce que, t'as une pépite où t'es passé à côté, où t'as pas... Parce que tu analyses les dossiers avant d'envoyer dans les newsletters. Ouais. Est-ce que genre t'as eu un Sorare en newsletter et tu l'as pas pris? Pas à ma connaissance, mais... Donc c'était bon quand même, ça fait beaucoup. Non, mais il y en a sûrement, mais tu vois... T'en as pas une en tête? Si, peut-être un peu des trucs genre, justement, Web3, blockchain, tout ça, tu vois. C'est un domaine auquel je m'intéresse, je commence un peu à t'envoyer des choses, tant mieux. Parce que tu vois, j'y connaissais pas grand-chose, j'y connais toujours pas grand-chose d'ailleurs. Et tu vois, j'étais un peu hésitant et tout. Et si, il y en a une ou deux, mais tu vois, elles ont explosé oui et non. Tu vois, elles ont fait des grosses valos derrière, des 70, des 100 millions de valos, mais il n'y a pas eu d'exit pour l'instant. Donc tu vois, je sais pas, tu vois. Ah oui, donc tu peux pas savoir encore. Ouais, mais je sais pas trop. Tu vois, louper avoir un dossier à la Sorare Doctolib ou des beaux dossiers comme ça. Mais alors justement, on en revient à ce que je te disais au début. Moi, j'ai le sentiment que je veux pas être réducteur par rapport au métier de VC. Mais ma conviction, c'est quand même que quand t'as pas accès, en fait, quand t'es pas déjà en fait au bon endroit, tu te bats un peu en fait avec les autres BA, avec on va dire le marché normal. Mais tu vois, il y a des fonds. Encore une fois, un Kima. Je pense que, mais il y en a peut-être d'autres, tu vois. Mais genre sur des séries A, il y a des beaux fonds qui doivent recevoir les pépites systématiquement, tu vois. Et je me dis, eux, du coup, ils partent avec un avantage. Toi, tu pars avec un avantage, je suis. T'es là depuis tellement longtemps, les gens te connaissent, tu fais des podcasts. Par rapport à un mec qui débarquerait comme moi, qui veut lancer son fonds, qui connaît personne. Heureusement, moi, j'ai du réseau. Et quelqu'un qui voudrait le faire sans réseau, en mode family office. Clairement. C'est chaud. Hein. Et au début, je conseille pas de... Moi, j'ai vu des gars faire exactement ce que tu dis. Hein. Ah ouais? Arriver avec de l'argent, plein d'argent, se chauffer, mettre des gros tickets. Et en fait, essayer d'être dans le game, prendre des boîtes pourries
Et au bout de 12, 18, 24 mois, ils se rendent compte, ah merde, en fait, on a peut-être fait des conneries. Et en fait, là, ils freinent, ils arrêtent tout, ils changent de strat. Et généralement, soit ils font du private equity, soit ils font de l'IMO. On m'a dit que c'était un marché de. J'ai bien aimé je vais le citer, qui s'appelle David Saint-Ef, qui travaille chez Global Ventures. C'est le fonds de requête internet. Okay. Là, pour le coup, c'est un vrai tier one. Ouais. Et le mec, il est un peu connu comme le loup blanc. Okay. Il fait que des super invests et tout le monde se demande pourquoi. D'ailleurs, c'est atypique, c'est le seul fonds où il est tout seul. Ok. Il travaille tout seul, le mec. Okay. Donc, du coup, il y a un peu un côté genre mystérieux. C'est atypique, tu vois. D'une part, il travaille tout seul. Et en plus de travailler tout seul, il fait les meilleurs invests. Et lui, tu vois, il fait ce travail de fond d'être identifié en mode tier one. Non, mais ça, c'est très fort. Quand tu as une marque forte comme ça. Ouais. Après la requête interne. Mais je crois pas, il est vraiment local en Europe. Il arrive à trouver des super deals. Et il fait partie des meilleurs investisseurs, mais il m'a dit, je crois, il fait entre 2 et 4 tickets par an. Ok. Donc tu vois, c'est pas comme toi. Ouais, c'est l'inverse de notre tickets. stratégie. C'est plus, c'est vraiment un niveau d'exigence maximum. C'est comme, tu sais, Antoine Fraisse. Antoine Fraisse, il a fait quelques investissements. Tu peux me resituer qui c'est ? Tu sais, c'était l'ancien mec de... alors, je sais plus trop son parcours, mais il me semble qu'il avait investi dans La Fourchette, tu sais, au tout début. Ça me parle de nom, j'ai déjà dû le croiser. Et très, très fort de la vie de plein de gens, l'un des meilleurs investisseurs français en start-up. Et ce gars-là, il avait à un moment, je ne sais pas s'il investit toujours, mais à un moment, il avait une stratégie qui était très concentrée, d'investir seulement dans quelques deals par an, tu vois. Okay. Et il se trouve que ces deals, ces paris étaient quasiment toujours bons, tu vois. Mais il était hyper end-zone. Il aidait beaucoup les boîtes, etc. Tu vois, c'est un autre game. C'est un autre game. C'est un autre game. Mais je me demande quelle est la stratégie. Tu vois, moi qui lance mon fonds, je me demande... au début, je voulais mitrailler. Ouais. Et en même temps, je me dis, mais pourquoi faire pas un peu différent en mode tu peux... ultra picky et genre en mode ultra exigeant. Mais le problème, c'est que du coup, il reste plus rien. Si tu es en mode d'un niveau d'exigence maximum. Non, mais tu peux peut-être prendre des gens plus jeunes et investir dans des boîtes où les VC vont pas, par exemple des boîtes de services comme tu connais toi et tu peux les aider à scaler. Tu vois, je sais pas, je dis ça. Par exemple. C'est une piste, tu vois. Par exemple, et du coup, là, tu serais pas compétitif. Enfin, tu serais pas en compétition avec les VC parce que les boîtes de services, ils s'en foutent. En tout cas, moi, je veux faire des alliances stratégiques avec des gens qui sont là depuis longtemps. Ok. Des gens comme toi, mais plein de fonds. Tu vois, j'ai interviewé Boris ici, j'aimerais bien le voir de Partech, qui a investi dans plein de licornes, plein de gens talentueux. C'est toujours pareil, en fait, tu arrives dans un game. Est-ce que tu veux te prendre pour un génie et faire de ton côté ou est-ce que tu viens apprendre de ceux qui sont là depuis longtemps et qui savent ? Je suis d'accord. Je suis plutôt de la deuxième école, moi. Alors, je suis d'accord. Et en même temps, tu peux aussi développer ta propre thèse, ta propre strat et ton propre mindset, tu vois. Bien sûr. Et tu vois, moi, ce que j'aime bien à côté, par exemple, c'est que je suis associé à des business physiques qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait avec les fonds. Okay. Et tu vois, on a des cafés céramiques dans Paris, on a ouvert un café pli où tu t'écris une lettre. C'est marrant, t'es assez atypique, je trouve ça que tu fais ce qui te fait kiffer. Exactement, moi. Là, je t'ai fait un petit échec pour empêcher que tu me prennes la dame avec le cavalier. Ouais, j'ai vu ça. Mais le problème, c'est que si je te bouffe ton fou, là, tu vas venir avec ta dame, là. Je vais commencer à venir, là. Ouais, je vais commencer à venir, mais en même temps, t'es obligé, parce que sinon, tu perds une pièce. Mais voilà, moi, je t'ai coupé. J'aime bien les business un peu physiques. En fait, j'aime bien, tu vois, apprendre et découvrir, tu vois. Ouais, ok, c'est marrant. Ouais, moi, je me vois. Là, avec le fond, ça va vraiment être la thèse tech. Ok. Pure tech. Mais en même temps, je suis un peu comme toi. Parfois, je me laisse séduire par des trucs différents. Donc, on va voir. Bon, allez, je tente un truc. Hein. Allez, vas-y. Putain, c'est chaud. Hein. Voilà, c'est chaud. Mais en vrai, une partie n'est jamais finie aux échecs. Ça, il faut toujours garder en tête. Parce que moi, parfois, j'ai tendance, tu vois, dans des parties, par exemple, là, je me fais un peu avoir comme toi. Ouais. Et en gros, j'abandonne. Mais en fait, c'est une connerie. Parce que ce qui est génial avec les échecs, c'est que peut toujours y avoir un retournement. C'est vrai ? Ouais, en vrai, ça peut jouer à rien. Ok. Genre, en vrai, avec une tour et un roi, tu peux faire un échec et mat à un mec qui a plein de trucs. Mais bon. Ok, j'aurais pas cru. Quand même, mais bon. J'aurais pas cru. Moi, j'ai tendance parfois à baisser les bras un peu vite, mais faut pas. Donc là, j'avais mis la reine là. Ce qui était cool, c'est que j'attaquais ta tour là-bas. Ouais. Donc c'est pour ça que t'as bougé ton fou pour protéger. Ouais. Mais vu que j'attaquais ton cavalier en même temps, je vais devoir gagner une pièce. Donc, tu vois, c'est la force de la dame. Après, elle bouge partout et elle est un peu insupportable. Bye bye le cavalier. Elle est un peu insupportable. Voilà. Et du coup, non, je t'ai coupé, non ou... Non, je crois pas. Mais attends, donc là. Est-ce que tu penses que ça va marcher alors le podcast échec? Ce que je me dis, comme on joue, il y a des moments ça peut couper. C'est le mec qui écoute, il peut se dire aussi putain l'interview là, il parle d'échecs. Ouais. Alors si après, le mec connaît pas les regarde, échecs. Il y a plein de gens qui disent Mathieu Stéphanie, il fait chier, il parle trop, etc. Sauf que il est super écouté.
T'as raison. Donc à un moment, je pense qu'il faut avoir un angle et il faut s'y tenir. Quoi, je me dis, c'est innovant. En fait, je me dis, les gens qui sont passionnés d'échecs, je pense qu'ils peuvent que kiffer. Ouais, ils auront envie de voir la partie jusqu'au bout. Ceux qui sont pas échecs, par contre, je me dis, ils peuvent se dire, l'interview est saccadée. Ouais, mais quelques secondes, ouais. C'est pas trop grave. On verra, je pense. écoute. Ouais. Comme c'est un nouveau format. Putain, le fou là. Le fou là, il est menacé là. Tu fais chier, hein. Ouais, là, je commence à attaquer fort. Tu fais chier. Et ouais, bah écoute, on verra si le format fonctionne. Est-ce qu'on a fait le tour de tout? Est-ce qu'il y a des points qu'on n'a pas abordés? Est-ce que tu fais un peu de personal branding, toi? Parce que tu es aujourd'hui dans le podcast. J'en fais un peu. Pour faire un peu ouais, de, j'en fais un peu plus qu'avant. C'est par période un peu, tu sais. Il y a des périodes, je suis pas trop motivé par ça, ou alors j'ai énormément de travail à côté, j'ai pas trop le temps. Il y a des périodes, je me libère beaucoup plus de temps. Okay. En vrai, il y a un truc de fou, c'est quand même LinkedIn, quoi. C'est devenu un truc de malade, LinkedIn. LinkedIn, c'est devenu puissant. Hein. C'est un truc de fou. Microsoft qui ont racheté ça, ils ont eu tellement raison. Ah ouais, aujourd'hui, c'est l'annuaire de tout le monde professionnel, dynamique. Putain, c'est un truc de malade, quoi. Ah ouais, non, mais c'est un carton. Toi, t'as quelqu'un qui gère ton LinkedIn? Non, alors moi, j'ai la particularité de faire tout ça tout seul. Ok. Et je poste comme un malade et j'ai presque 100 000 abonnés, donc je fais partie des plus gros en France. Ok. Et moi, tu vois, c'est un truc que je regarde chez les entrepreneurs. Tu vois, on va parler de ça aussi après. Aujourd'hui, je trouve que dans l'ère dans laquelle on vit avec les réseaux sociaux, etc., alors tu vas me dire, dans des boîtes très B2B, il y a peut-être moins besoin. Et encore, tu vois, j'ai un mec que j'apprécie beaucoup qui s'appelle Guillaume Houbèche, que j'ai interviewé aussi. C'est Lemlis qui a fait pas mal de personal branding et qui est ultra doué. Et je trouve aujourd'hui que tu vois, un entrepreneur qui est pas prêt un peu plus à se mouiller et tout. Enfin, en tout cas, c'est un avantage de vouloir le faire. Grave. Non, mais c'est sûr. Regarde. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que c'est un truc que tu regardes? Mais moi, ouais, je regarde. Après, c'est pas un truc discriminant pour moi, mais en tout cas, ce que je dis tout le temps, c'est qu'aux US, ils le font à fond. Okay. Et en vrai, en fait, aux US, ils sont pas meilleurs que nous. Sauf qu'ils savent mieux. Je vais prendre ton fou là. Je pense pas que ce soit le bon. Là, faut que tu recules ton fou là. Ok. Ouais. Là, je vais te le prendre, sinon j'ai 2 trucs dessus, pardon. Non, ils savent mieux se vendre que nous. En gros, en général, ils sont pas meilleurs que nous en ingénierie, ils sont pas meilleurs que nous dans plein de trucs, sauf qu'ils savent mieux se vendre que nous. Et notamment sur les réseaux sociaux, tu vois. Et on peut s'en inspirer. En fait, il faut s'en inspirer. Il faut mouiller le t-shirt aussi à un moment donné. Il faut se mettre en avant en tant qu'entrepreneur, prendre un risque. D'accord. Juste pour ce coup-là, en fait, si tu faisais ça, ouais. En fait, je peux le prendre avec madame, échec et mat, parce qu'en fait, je suis protégé avec le pion après. T'as raison. Il faut que tu aies protégé le fou. Ok, c'est quoi les 3 gros critères que tu regardes chez les entrepreneurs aujourd'hui? Parce que tu vois, les gens qui m'écoutent, qui veulent lancer des boîtes, faut qu'ils sachent aussi les skills qui sont attendus. Parce que toi, en fait, le problème, c'est que si on t'envoie le dossier et qu'on répond pas aux critères, en fait, toi, tu l'envoies pas au BA après. Ouais. Donc, ils n'ont pas accès à ce portefeuille-là. Les gros critères en vrai des entrepreneurs, c'est vraiment est-ce que tu sens que cette fille-là ou ce mec-là, ils vont pas lâcher, ils vont pas abandonner, mais dans le bon sens du terme. Surtout pas têtu, mais vraiment pas lâcher, c'est-à-dire toujours apporter des idées fraîches, des idées neuves pour tu vois, faire évoluer le business, faire pivoter le business. Et ça, c'est un skill qui est assez dur à comprendre quand tu parles à quelqu'un. Est-ce que cette personne-là ou pas? Parce qu'en fait, tu parles avec lui ou elle 20-30 minutes ou 1 heure. En fait, c'est super dur de savoir s'il a ce skill, tu vois. Donc, c'est en fait, il faut voir l'investissement startup comme vraiment une relation long terme. Tu vois, moi, j'ai des entrepreneurs à qui j'ai fait confiance il y a 2, 3, 4 ans et qui m'ont fait confiance. On a une vraie relation, tu vois. Il y en a certains, on est devenus amis et tout. Et ça, c'est hyper cool. C'est hyper toi, c'est un bon relation, c'est un peu ta force. Je trouve que quand même, t'as le côté un peu communautaire. Je me demande, t'aurais pu être bon, je pense, pour faire un truc un peu Web3 aussi. C'est-à-dire que tout ce que t'as aujourd'hui, tu vois, d'organiser ça autour même d'un Discord. Ouais. Le problème, c'est que tu dois avoir plein d'entrepreneurs, peut-être pas aussi technophiles que moi. C'est-à-dire que moi, je serais le mec sur ton Telegram, ouais. Mais je pense que je suis une minorité, dans le truc. Oui, t'as raison, t'es une minorité. Alors, on avait fait un Slack au début. Ok. Et les mecs, en fait, c'est vrai que il y en avait plein qui venaient pas, ça les saoulait et tout, tu vois. Mais il y en avait quand même qui étaient... Et tu vois, le jour où on l'a fermé, il y en avait qui étaient déçus, quoi. Okay. Mais t'as raison, c'est ça qui m'anime, moi. Hein, c'est de connecter les gens, rencontrer les gens. T'as de l'affect, tu connectes, tu regardes les dossiers qu'on t'envoie, t'as un réseau. Et au final, c'est pour ça que les entrepreneurs te font confiance, investissent aussi. Ouais. Et tu vois, cette relation de proximité que j'ai avec certains entrepreneurs, c'est génial parce que demain, on va monter des business ensemble. Je sais pas, on fait des trucs ensemble. Alors, on fait un podcast ensemble. Ouais, on a une vraie relation. T'aurais pu être le mec qui m'envoie la newsletter
ok, on a investi ensemble, etc. Mais tu crées pas cette connexion. Bien sûr. En fait, cette connexion humaine, elle est essentielle et les gens doivent le comprendre. Moi, c'est comme ça que je conçois le business. Ah bah, c'est super important d'avoir une bonne connexion, tu vois. Clairement. Et tu vois, le fait que tu sois là aujourd'hui, c'est aussi parce que tu as ce relationnel-là, je pense, tu vois. Je me serais pas dit, bien sûr, je vais pas inviter un vieux con dans mon podcast, ouais, tu vois. Mais si le mec, je me dis, il est sympa, on s'entend bien, c'est cool ce qu'il fait. Ouais. Tu vois, il y a une énergie qui circule, tu vois. Même dans ta boîte, t'aurais pas recruté des bons ou tu les aurais pas gardés sur le long terme, tu vois. Donc, ouais. Donc ça, c'est important. C'est quoi un bon pitch deck pour toi? Un bon pitch deck, c'est un pitch deck que tu as envie de lire, qui est relativement beau, etc. Mais qui est surtout en moins de 10 secondes. J'exagère pas du tout. Hein. En moins de 10 secondes, il faut que je comprenne ce que tu fais. Ce que tu fais, limite ton business model et tout. Si au bout de 20, 30, 40 secondes, 50 secondes, j'ai toujours pas compris ce que tu fais, putain, mais c'est bon, je passe à autre chose. Ah ouais. Tu vois, tu comprends pas. Donc être synthétique, précis. Ouais, il y a des gens, ils savent pas expliquer simplement ce qu'ils font. Alors, ce qui est marrant, c'est que ça marche pour le pitch deck, mais ça marche aussi pour le pitch en lui-même de la présentation de vente. C'est-à-dire que quand tu vois un entrepreneur, ça m'est déjà arrivé, moi, ça crée des malaises. Il te pitch la boîte et tu dis, j'ai pas compris, tu peux répéter. Il te répète, t'as toujours pas compris. Oui. Et du coup, ça crée un malaise. Parce que du coup, tu vois, il arrive pas à te présenter sa boîte. Comment il peut aller vendre son produit. Ouais. Ah non, mais moi, c'est donc, il y a quoi dans les slides? Alors, c'est quoi? Combien de slides? Qu'est-ce qu'il faut dedans? En vrai, il y a même pas. Alors, moi, je dis, le plus court, c'est le mieux. Designé, simple, pas trop de chiffres, pas trop de mots, machin et tout. Maintenant, il y a des entrepreneurs, ils font des decks super longs, ils sont super bien faits. Et en fait, il faut arriver. En fait, le bon deck, le deck excellent, c'est un mec comme moi, il doit en 20 secondes comprendre tout le truc et avoir envie de creuser. Et il doit aussi, ce deck-là, être suffisamment complet pour que le relou qui va passer 1 heure à analyser le truc, il soit aussi content. Donc il faut qu'il soit à la fois complet et à la fois simple à rentrer dedans. Tu vois. Et ça, c'est tout un art. Hein. L'articulation entre le fond et la forme dans un deck, c'est hyper chaud à faire. Je suis tellement d'accord avec toi. Moi, je dis toujours même la forme crée le fond parfois. On est dans un monde de marketing. Mais clairement. Déjà, un beau deck, ça vaut le coup, quoi. T'as envie d'aller le lire. T'as envie d'aller le lire déjà. Donc un beau deck, ça serait même, avant même de penser au fond, faire un truc joli, quoi. Pas des gros pavés tout à l'heure. Mais tu sais que moi, aujourd'hui, quand je vois moi, j'ai vu l'inverse, quand je vois un truc horrible, et j'ai même pas envie d'y aller. Je me dis, alors j'ai un autre phénomène aussi sur les gens qui créent des sites. Aujourd'hui, il y a plein d'outils de CMS pour créer des beaux sites. Ouais. Les gens qui viennent avec un site horrible en 2025, c'est pas possible. C'est pas possible. Genre le site HTML, t'es dans la tech, etc. T'as pas pris le temps de faire un beau site. Pas possible. Et alors du coup, pour le pitch deck, est-ce que par exemple, juste tu pourrais nous donner quelques slides que tu revois souvent, en tout cas les slides les plus importantes. Par exemple, est-ce qu'une slide compétition c'est important? Enfin, voilà, nous dire les différentes slides que tu vois. Ouais. Il y a une slide qui est vraiment primordiale et des fois je la vois pas, c'est juste dingue. C'est une slide qui très clairement montre ton business model, c'est-à-dire ton CA, ta marge brute, ton CAC, ton coût d'acquisition client. C'est un peu ce qu'on appelle les unit economics. Mais vraiment, tu vois, genre un client, combien il te rapporte, combien il gagne, machin, combien ça te coûte d'aller le chercher. Un truc très simple comme ça, juste sur une slide. Ensuite, ça c'est primordial. Ensuite, comme tu dis, effectivement, tu as la slide compétition. Oubliez sûrement vraiment la slide où tu es tout en haut à droite, tu es le meilleur et tous les autres ils sont en bas à gauche. Ah ouais. Arrêtez, sérieux. C'est marrant. Mais attends, mais Charles, je l'ai reçu, il m'a dit la même chose. Et oui, il faut arrêter ça. C'est juste, tu fais un tableau. Limite, vaut mieux être plus authentique, plutôt dire qui se situe au même endroit que toi. Bien sûr. Pour donner de la visibilité au plus authentique, beaucoup mieux, beaucoup plus vrai. Parce que t'es jamais tout seul là et les autres là, c'est impossible. Ou alors un tableau et tu mets les trucs importants. Tu mets là-dessus, on est meilleur que là-dessus. Ok, on est moins bon, mais à la limite c'est pas trop grave. Et là-dessus, on est meilleur. Tu vois. Moi, j'adore ça. J'adore quand il y a de l'honnêteté intellectuelle. Ouais. C'est-à-dire que quand on te dit, ouais là, ils ont été bons, mais il faudrait qu'on se challenge pour les rattraper. Ça me donne confiance dans le dossier. C'est ça. Par contre, le mec, il me dit qu'il m'en parle pas. Tu vas voir le concurrent qui fait beaucoup mieux, ça te fait chier, tu t'en as pas parlé. On est les seuls sur le marché à faire ça. C'est con parce que hier j'ai reçu la même chose. Donc compétition aussi. Compétition, ouais. Tu mets tes chiffres, tu mets tes BP ou non, pas trop tu peux mettre. Si, ce qui est bien, moi ce que j'aime beaucoup voir, c'est vraiment la traction, vraiment les dernières semaines ou les derniers mois et les 2-3 mois qui arrivent. Tu vois. Donc les 3 derniers mois et les 3 mois qui arrivent. Vraiment, tu montes ta courbe et comme tu disais, j'ai pas besoin de voir 10 000 clients. Je vois 15 clients, 20 clients, 25 clients. Je suis content. Ça, c'est un gros truc aussi, avant de venir pitcher, d'avoir une micro-traction 1, 2, 4, 8, déjà, c'est déjà très bien. Et bien sûr. Parce que on sait tout ce que c'est la valeur d'un client. Et d'en avoir converti un, c'est déjà une preuve. Et puis,
j'allais dire une proof of concept, mais une preuve du concept. Ouais. Et puis tu sais, l'investisseur, il a envie de rentrer au bon moment. Donc il a envie de rentrer quand tu vois que la boîte elle est en train de décoller, quoi, un peu, tu vois. Et c'est à toi, on est d'accord, hein? Ouais, c'est à moi. Ouais. Et donc voilà. Et après, il y a quoi comme slide? Ouais, non, des slides. Surtout, en fait, arrêtez de mettre 3 ou 4 slides sur le même sujet. Tu sais, genre, on a compris, tu vois, genre, problème. Non, tu mets un problème, une solution, le produit, le marché. Il faut vraiment être basique, quoi. Il faut être basique, qu'il soit beau, bien fait, efficace. Moi, je veux vraiment, mais vraiment, en moins de 10 secondes, je veux avoir compris ce que tu fais. Okay. En moins d'1 minute, je veux avoir les métriques clés en tête. Et surtout, tu me mets... Alors, ça, tu ne le mets pas dans le deck, mais tu le mets dans le mail. Tu mets combien tu lèves, à combien t'en es de la levée. C'est genre, je lève 500K, j'ai déjà commit 250. Okay. La valo, c'est ça. Voilà. J'ai mes infos. Ok. Pourquoi le deck, tu le mets pas dans les newsletters? Parce que ça fait un peu circuler à trop de monde, tu vois. Okay. Donc, je mets pas le nom de la boîte. Et comme ça, j'ai 5, 10, 20, 30, 40 BA qui me disent « Moi, je suis intéressé, je veux recevoir le deck et je veux parler au fondateur. » Et là, je fais les intros. T'as des nouvelles personnes qui s'inscrivent à la newsletter aujourd'hui en plus, ouais. Ils s'inscrivent via quoi, le site, ou ça circule en mode... Non, ça circule, ils viennent me voir, etc. On fait des visios et tout. J'en ai 5 chaque semaine, tu vois. Ah ouais, c'est pas mal. Et c'est des business angels. Ouais. C'est énorme la communauté que t'as. En fait, t'as une des plus grosses communautés. Moi, je trouve que, en tout cas, moi, je suis content parce que je te connais toi et Charles d'Angel Square. Ouais. Et à vous deux, encore une fois, vous avez 99,9% des BA un peu actifs de la place. Clairement. En gros, quand vous deux, vous êtes sur le dossier, d'ailleurs, vous devez en partager quelques-uns. Ouais, bien sûr. De partager des poches. Ouais. Si tu veux, vous êtes les deux acteurs, quoi, aujourd'hui. Il y a quelques. Il y en a d'autres ou pas? Pas trop, en vrai. Il y en a quelques-uns qui font ça un peu en freelance, dans leur coin, machin. Mais ils font ça généralement 1 an ou 2, ils arrêtent, tu vois. De manière structurée et professionnelle, il n'y en a pas vraiment, en vrai. Pas vraiment. Ok. Bon, bah c'est bien, vous êtes deux, au moins vous partagez le marché. Le marché, il n'est pas gigantesque, tu vois, non plus. Donc, c'est marrant parce que Charles, il a fait un choix inverse à toi. Ouais. Il n'est pas allé sur la partie fond. Ouais. Et il s'est plus concentré sur la partie levée de fonds. Et tant mieux, j'ai envie de dire chacun, tu vois, son finalement. Truc, ça s'est fait naturellement. Ouais. C'est les deux acteurs. Lui, c'est focus levée de fonds. Ouais. Et toi, tu t'es focus sur le fond vu que la levée de fonds représente plus de 15%. Exactement. Il s'est focus levée de fonds. Alors qu'il avait à un moment donné, il faisait des véhicules d'investissement au début. Ouais, tout à fait. Il en faisait au début. Nous, on fait maintenant quasiment presque plus que ça, enfin entre guillemets. Hein. Et c'est pendant. Et lui, en fait, il est pas mal sur la série A, sur des plus gros deals, alors que nous, on est resté beaucoup sur leur lit. Sauf sur la dette où là la dette on va chercher des fois on va lever 30-50 millions pour des PME, tu vois. Vous devriez fusionner tous les deux. Ouais, bah pourquoi pas, tu vois. Moi honnêtement dans consolider le marché, ça serait fou parce que vous êtes, là pour le coup vous êtes l'acteur incontournable. Incontournable. Si tu veux, moi j'ai une approche sur le business, c'est toujours Charles pareil. Écoute, peut-être ce que tes concurrents regardent, c'est des confrères concurrents. Ouais, non mais à fond, moi je suis toujours open de discuter avec tout le monde en fait sur le marché. Et tu vois, je suis passé d'une aventure solo, mais toi, je crois aussi que tu étais freelance au début, non? J'étais freelance pendant 5 ans, ouais. Moi aussi, j'étais freelance, tu vois, pendant 3-4 ans tout seul. Et maintenant, aujourd'hui, j'ai des associés, j'ai des équipes et tout. Donc, je suis passé d'une aventure solo à une aventure collective. Et pas que collective avec des équipes, collective avec des associés. Alors, je sais pas si toi, tu as des associés. Ouais, si maintenant, j'en ai beaucoup. J'en ai 40. Plus de 40 dans le groupe. Ok. C'est des salariés que tu as incentivé au capital? Ouais, au capital. Ok. Alors moi, j'ai pas fait tout à fait ça. J'ai plutôt fait rentrer vraiment des associés, tu vois, en mode genre 50-50, quoi. Voilà. Mais on a aussi maintenant, effectivement, on commence à distribuer des BSPCE, etc. Tu vois. C'est important ça. Ouais. Mais et ça, j'avais pas trop fait avant, tu vois. J'avais plutôt fait des solo business avant. Je vois le truc. T'avais des sites, non? Ouais, j'avais des sites, des médias. Ouais. J'étais bon en SEO d'ailleurs. SEO un peu. Ouais. On s'est pas rencontré par hasard. Ouais. J'avais des sites de brunch et tout ça. Et j'étais affilié de La Fourchette. Ouais, très bien. Et ça marchait bien. Bruncher. Ouais, c'est à eux que j'ai vendu. C'est Adveris. C'est comment il s'appelle? Mathieu Gastal. Ouais. C'est 2 frères et il y a un autre. Il y a un troisième. Alexandre. C'est à eux que t'as vendu, putain. Ouais, bien sûr. Attends, ou Bruncher, c'était toi? Ouais, c'était en fait, je faisais brunch à Paris.com. Ils faisaient Bruncher, ils ont acheté le concurrent. Quoi. Ok. Parce que je les avais rattrapés en SEO, justement. C'est pour ça. Ouais, c'était en 2012, ça, il y a 13 ans. À l'époque, il y avait ces petits ventes de sites. Moi, j'avais failli racheter un site, j'étais ça m'a toujours saoulé. J'ai failli racheter le site 1001 Cocktails.
Ok. Tu tapais un cocktail, ils étaient premiers partout. Ah ouais? C'était top comme si Et ça comment ils rapportait 200 000 monétisent, € par an. Ok. Et t'avais rien à faire. Ok, ouais. Bah, c'était un peu ça mon truc de brunch. Ouais, en c'est ça, fait. ouais. C'était génial ces business-là. Mais en fait, ça existe moins maintenant. j'aurais peut-être pas dû vendre, mais. Ouais, si, parce qu'après, ça finit un peu par péricliter tous ces trucs-là. Mais ok, bah écoute, trop cool. Donc, qu'est-ce que je fais là comme coup? Allez, là on finit la partie là. Alors, là, de toute manière, t'as qu'une case où aller. T'as qu'une case où aller parce que tu peux pas aller là parce qu'il y a encore échec. Ouais. Et les deux devant, elles sont bloquées, donc t'es obligé d'aller là. Ok. Et c'est ça qui est horrible avec la dame. Pourquoi elle est chiante? Parce qu'elle fait des trucs un peu transverses. Tu vois, là, je fais échec. Et du coup, je peux prendre ta tour après, tu vois. Donc, elle est emmerdante. Aïe. Aïe. Donc là. Bon, bah, c'était une bonne partie. C'est au début, quand elle s'est décantée. Ouais. En fait, il y a eu le piège et c'était terminé après. Ouais. Rappelle-moi. Et alors, c'est ça qui est frustrant. Le cavalier avec. C'est ça qui est frustrant aux échecs, c'est que c'était le clouage, on appelle ça le clouage. Ouais. Et en fait, c'est horrible aux échecs parce que parfois, moi, je joue et en gros, t'as un moment d'inattention où t'es un peu fatigué mentalement, intellectuellement. Et en fait, ce que j'aime aussi dans les échecs, c'est que ça fait pas de cadeau sur un mauvais coup que t'as pas vu. Ah ouais. Et ça m'arrive, tu vois. Ça, en fait, tu vois, toute la partie se joue sur un coup. En vrai, donc c'est. Et tu fais un peu des tournois avec le truc où tu tapes sur le réveil là et tout là, ouais. Mais quand j'étais petit, je faisais des tournois genre des trucs de fou un peu. Ah ouais. Je sais même pas pourquoi j'étais dans ces trucs là. Je faisais des parties genre de 6 heures. Putain. C'était dingue, mais je me demande à mon âge pourquoi je faisais ça aussi, tu vois. 6 heures, c'est long, tu vois. Mais ouais, non, mes parents m'ont mis aux échecs. Ils jouaient aux échecs eux-mêmes? Ouais, ils jouaient aux échecs. Et famille d'entrepreneurs, toi ou pas? Ma mère, non, et mon père, il travaille dans l'agroalimentaire. Ok. Donc, ok. Il vendait par exemple les farines au boulanger. Je t'inviterai sur mon podcast je suis chaud. Angel Talk, où en fait, à chaque fois, j'invite 2 BA. Ah ouais? Et on est 3 et on parle du. Attends, mais je savais pas que t'avais un podcast. Ouais, ça fait juste quelques mois là. Trop bien. Ouais. Grave chaud. Ouais. C'est un bon format. C'est cool ça, le podcast. Ouais. Et tu vois, tu connais Jason Calacanis aux US? C'est celui qui a investi le premier dans Uber et tout ça. Et il a un super podcast sur le business angel et tout. Et tu vois, je pense qu'en France, il faut qu'on fasse un peu pareil. Ça bouge un peu, ouais. Mais t'as raison de faire ça, je pense que ça peut être pas mal. Et alors, pour terminer un petit peu cet épisode. Attends, je peux pas faire grand chose là. Alors attends. Si tu peux aller là. Non, tu peux aller là. Ou là. Ouais, ok. Tu peux aller là. Ok. Et tu peux aller là, là ou là. T'as 3 cases, effectivement. Ça se resserre un peu là. Ok. Tac. Échec. Là, c'est le moment là, de suspense. Je peux manger là. Non, parce que c'est protégé par la dame là-bas. Ah putain. Regarde là-bas. Tu peux pas aller là. Tu peux pas aller sur cette rangée. Tu peux pas aller sur cette rangée. Tu peux aller là. Tu peux aller là ou là. Ouais. Ok. Je pense que ça va se resserrer. Alors attends. Échec. On est proche de l'échec et mat là, je pense. Ah putain, ouais. Tu vois, tac, j'avais pas vu ça. Tac. Et donc, ouais, tes objectifs, alors on finit là-dessus. Alors, on finit la partie, tu nous dis les objectifs. Yes. Tac. Bah, tu sais que quand le pion arrive au fond, il peut se refaire un. Tu savais ça? Non, c'est quoi? Quand le pion arrive au bout, il peut demander n'importe quelle pièce. Non. Donc, je peux refaire une dame, un cavalier. Wow, tu chopes une tour. Je peux choper une tour, par exemple. Quoi. Putain. Ouais. Ah non, je savais pas. Voilà. Je me souvenais pas de ça. Attends, je vais faire ça. Mais ça va, tu joues quand même pour quelqu'un qui se rappelle pas forcément des règles et tout. Ouais. Genre l'ouverture avant le clouage, le sale coup. Mais en fait, vrai, c'était serré. Après, t'as fait quand même grosse erreur de pas faire le rock au début. Ouais. Rock, c'est dès le début normalement pour protéger. Parce qu'après, s'il est protégé derrière les pions, il est un peu. Toi, j'ai pas vu, tu l'as fait vite? Je l'ai fait vite, je l'ai fait vite. Ouais, c'est un peu un truc. Est-ce que tu regardes beaucoup ce que l'adversaire fait? Ouais, quand même. Ouais, il y a les deux. En fait, tu dois jouer à toi, mais il faut que tu vois la psychologie de l'autre pour voir ce qu'il veut jouer. Mais c'est dur de jouer avec un mec débutant comme moi, non? Parce que tu sais, c'est comme au poker, quand tu joues avec des débutants, ils ont pas de. Tu sais, ils jouent un peu de manière erratique, non? Non, ça va. Ok. Ça va. Mais oui, c'était pas des coups qu'on a l'habitude de voir en début de partie, ouais. Donc du coup, ça peut un peu. Donc là, ça se resserre. Là, tu peux faire ça ou ça, ouais. Ok. Ah putain, merde, j'étais sûr de réussir mon coup, mais pas sûr. Faut que je fasse gaffe parce qu'il y a un autre truc qui s'appelle le pat. Le pat, c'est si par exemple, là par exemple, tu as très bon cas. Là par exemple, tu vois, ton roi il peut plus bouger. Ouais. Si t'avais pas ce pion là, ouais. Je te dis une connerie. Si je fais par exemple, si je bouge ce pion là, ouais. ok.
toi après, on va dire tu joues ça. Ouais. Ok. Et que moi, je rejoue ça. Je vais pas le faire là. Mais en gros, tu peux plus bouger, il y a patte et c'est parti nul. Ah, c'est égalité. Ouais, c'est égalité. Ouais. Incroyable. Ah, ça c'est marrant ça. Alors ça c'est le truc horrible. T'es là, tu t'enflammes et tout. Et tu te prends un patte. Tiens, du coup, je vais faire une tour là-bas. Oh là là, ça c'est pas bon ça. Par une tour, s'il te plaît. C'est pas bon ça. Et là, le mat arrive du coup. Aïe, aïe, et tu vois là, je me suis permis de faire ça, d'aller faire la tour parce que je sais que t'as ce pion là qui peut encore bouger. Mais sinon, je l'aurais jamais fait. Sinon, il y avait patte, tu vois. Ok. Voilà. Donc là, t'as qu'un seul coup à faire. C'est de bouger ton pion. Okay. Parce que il est coincé le roi. Le roi est bloqué, il ne peut plus bouger. Et là, du coup, il y a échec et mat. Ah ouais. Ça s'appelle comment? Et là, il y a échec et mat. Les deux tours. Ouais, mais là, il n'y a pas de, là, pas de nom. Mat, ok, voilà. ok. Top. Bon, bah bravo. Hein. Écoute, bonne partie, merci. C'était un plaisir. Merci d'avoir accepté aussi. Bah ouais, c'était très cool en tout cas. Très bel endroit. Tu vois, j'avais acheté cette table, c'est une table d'échecs. Magnifique. Et je me suis dit, on va s'en servir pour jouer. Donc, n'hésitez pas, les passionnés d'échecs et les entrepreneurs qui nous écoutent, à laisser un petit commentaire pour me dire si le format vous a plu. Si vous jouez aux échecs, ce serait un plaisir de faire une petite partie avec vous. Allez, peut-être pour finir, un truc un peu inspirationnel, c'est quoi ton objectif? Parce que ce qui est marrant, c'est que tu as démarré de manière un peu naïve, mais pas dans le mauvais sens du terme, dans le sens où il y avait la newsletter. Aujourd'hui, je pense que tu t'attendais pas à lever 20 millions d'euros quelques années plus tard. C'est quoi la next step pour toi? Ouais. Bah, la next step, c'est l'international. Tu vois, on a des gens qui toquent à la porte pas mal là, pour développer l'Asie. Ah ouais. Répliquer la même chose que Super Capital en Asie. Ça, c'est assez cool. Dingue, ça. Ouais, c'est vraiment cool. Ça serait dingue. Tu vois, ils ont un bon réseau. Tu peux le faire partout, même au UK. Ouais, grave. Alors, il y a des pays dans lesquels je pense que c'est déjà le cas. Il y a déjà des acteurs. Mais en Asie, je crois qu'il n'y a pas grand monde et c'est cool, tu vois, à faire. Donc, ça, c'est vraiment cool. Est-ce qu'il y a un Super Capital en Europe, tiens? C'est atypique quand même, cette espèce de c'est hyper atypique, c'est hybride. Je suis pas sûr qu'il y en ait. En vrai, je suis pas sûr qu'il y en ait. Peut-être au UK parce qu'ils sont quand même bons, mais et Asie, tu vois, voilà. Donc développement international à fond. Et en vrai, demain, l'objectif en vrai, c'est d'avoir quand même 4-5 boîtes magnifiques qui font des exits à plus de 200-300 millions. Ça assoit ta marque, ton track record. Ça te ramène du carry, tu peux investir, tu peux continuer. Parce qu'en fait, il faut continuer dans le game. C'est ça, il faut durer. C'est un marathon, il faut durer. Et c'est marrant que tu dis ça parce que je trouve que c'est un métier dans lequel tu ne peux pas mentir. Et tant que tu n'as pas sorti une grosse pépite, c'est difficile, je trouve, en termes de branding. Mais par contre, il y a l'avantage de cet inconvénient, c'est que quand tu en trouves une, elle peut te suivre 20 ans. C'est-à-dire que si, par exemple, là, si Super Capital avait investi en Sora, pendant 20 ans, tu peux dire j'ai investi en Sora. C'est comme, je sais pas, un Sequoia, par exemple, des boîtes comme ça, ils te disent j'ai investi en... Bon, eux, c'est différent parce qu'ils font que du lourd. Mais je pense que c'est un marché un peu ingrat dans le sens où on recherche tous de l'or. Donc en gros, ta probabilité de la trouver est faible. Mais par contre, une fois que tu l'as trouvé une fois, donc c'est pour ça que c'est cool d'être dans la durée, elle te suit limite pour toujours. 30 ans après, tu peux dire j'ai fait un fois 2000 sur ce dossier-là. Et c'est pour ça que c'est bien de mitrailler parce que ça te fait plus de chances de l'avoir, tu vois. Même pour lever un fonds pour toi, c'est-à-dire que je pense que là, tu lèves 20 millions avec ce track record-là aujourd'hui. Mais si ton track record continue de se considérer dans la durée, tu vas pouvoir lever demain 200 millions, tu vois. Clairement. Ouais. Mais tu vois, je pense que ça me fait kiffer et c'est une plateforme. Aujourd'hui, Super Capital, pour moi, c'est une plateforme vraiment pour voir passer plein de business, m'associer à plein de gens dans les business. Comme je te disais, j'ai des business physiques à côté, sur le côté. Tu vois. T'as pas peur de t'éparpiller dans cette passion de l'entrepreneuriat à un moment donné, de te retrouver dans un resto, un machin, un truc, et au final, que ce soit des pertes financières. Tu vois, est-ce que t'as pas peur de pas être assez rigoureux financièrement par rapport à ta passion de à la limite, tu vois, c'est pas trop grave. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'apprendre, de découvrir, de progresser, tu vois. Et tu vois, aujourd'hui, je suis quand même associé d'une boîte à laquelle on est 15. Peut-être, potentiellement, demain, on est le double de ça. C'est déjà énorme, c'est déjà beau, tu vois. Grave. Et tu m'aurais dit ça il y a 10-15 ans, c'était pas forcément mon objectif, tu vois. J'étais plus freelance, etc. Peut-être que demain, d'ailleurs, quand je dis demain, c'est dans 10-15 ans, je ferai complètement autre chose, tu vois. J'ai pas vraiment de truc où je me dis pendant 30 ans je vais faire ça, je vais faire le truc le plus gros possible, etc. Je m'en fous, tu vois, je m'en fous. Si je fais un truc quali qui plaît aux gens, etc., c'est cool. T'es en mode passionné, c'est aussi la recette de ton succès aujourd'hui. Je pense qu'on va pouvoir finir là-dessus, c'est que tu as toujours été passionné, que tu as lancé ta newsletter par passion pour créer de la valeur et que finalement ton succès tu le dois aussi à cette passion. Donc si tu l'enlèves, c'est une connerie aussi parce que du coup derrière t'es plus la personne qui a un bon relationnel, qui connecte tout le monde et qui crée une grosse communauté. Donc c'est ton bagage qui a des avantages et aussi peut-être des inconvénients parfois. Et je pense que je peux l'avoir aussi parfois
En étant peut-être trop fougueux, trop passionné, on peut faire des conneries, mais on est plus gagnant à la fin dans le global. S'il y a des gens qui veulent te contacter, ils peuvent te contacter sur LinkedIn. Ouais, alors mon LinkedIn est un peu full là, je suis quasiment à 30 000 connexions, mais je suis en train d'en enlever là. Ok. Je suis en train d'en enlever. Donc Corentin Orsini, Orsini, donc sur LinkedIn. Je mettrai le lien de ton LinkedIn du coup en description. Trop cool. Je mettrai le lien du site. T'as un site aussi? Ouais, supercapital.club. Supercapital.club. Ouais. Ok, pas mal le .club, j'aime bien. Yes. Donc ça sera déjà bien si les gens veulent te contacter. Génial. Qu'ils n'hésitent pas et du coup ils auront, j'imagine, ton mail ou tout sur Supercapital directement. Ils ont tout. Et puis surtout ils ont des dossiers. On est hyper open, c'est-à-dire venez, on fait un event par mois dans nos bureaux, tu vois. Enfin, on est vraiment moi pourquoi j'ai fait ça, c'est pour démocratiser ce monde-là qui était un peu, tu vois, entre soi. Et je pense qu'on a réussi quand même à pas mal le démocratiser. Je pense que vous êtes doué là-dessus et je confirme, je trouve que ce marché-là, initialement, je pense qu'il y a pas mal d'entre-soi. Ouais. Et je pense que c'est un marché qui va évoluer. Ouais. Là, dans les années à venir, justement, et que cet entre-soi est en train un peu de mourir. Et que justement, dans les acteurs historiques, il y a ceux qui prennent ce tournant-là, qui sont ouverts et qui vont aller rencontrer, je pense, des gens comme toi et moi, un petit peu de nouvelle génération. Et t'as peut-être les anciens acteurs qui, eux, sont un peu en mode, qui veulent conserver cet entre-soi et qui, eux, vont. Je pense que c'est peut-être pas l'idéal. 100% d'accord. Ouais. Donc ça va être intéressant de voir ça. En tout cas, merci encore d'avoir répondu présent. Merci beaucoup pour l'invite. Et n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Très cool. Et ce que vous pensez de ce nouveau format. Et si vous voulez venir, voilà, vous allez sur Little Big Things et vous m'envoyez un petit message. Je crois que c'était la partie d'échecs la plus longue que j'ai faite. Hein. Ah ouais, là par contre c'est long, ouais. C'est long, mais on est obligé en parlant en même temps. Mais la difficulté, c'est de penser au cours en même temps, t'as vu? C'est balèze. Très chaud. C'est bien, ça t'a remis un pied. Peut-être que ça va te relancer à vouloir refaire avec ta fille ou j'en sais rien. Ouais, carrément. Que sais-je. Mais en tout cas, merci d'avoir répondu merci présent. à toi. Et hâte de voir la suite et de continuer d'investir à tes côtés avec Super Capital. Avec grand plaisir. À bientôt. Ciao.